Alors, voilà, petit message, précisons que c'est enregistré. Donc, c'est parti. Donc, bonsoir à toutes. Merci de nous rejoindre pour cet atelier Nos émotions, nos alliés. Un gros sujet, les émotions, je pense, pour nous toutes. On en parlait tout à l'heure avec Isabelle. Euh, Inépuisable. et c'est vrai que ça va être sympa de pouvoir peut-être mieux les comprendre. On nous parle souvent, Isa, de comment je peux faire pour mieux gérer nos émotions, mais finalement, ça veut dire quoi gérer les émotions? Parce qu'elles ont quand même une utilité, donc il ne faut pas Mm, non plus les exactement. enlever. Et tu vas nous expliquer tout ça. Donc, comme on le disait tout à l'heure, n'hésitez pas donc à interrompre Isabelle si vous avez des questions à chaud. Et si vous préférez, vous les notez dans le chat et c'est moi qui ferai le relais. Donc, moi, je suis ravie d'être là pour cet atelier aux côtés d'Isabelle Guittard, qui est donc hypnothérapeute. Je vais laisser Isabelle, je vais te laisser te présenter pour les personnes ici qui ne te connaissent pas encore. Bah, écoute, merci pour cette invitation, Nathalie. Bonsoir à toutes. Je suis Isabelle Guy, hypnothérapeute à Nantes. Je suis installée en tant qu'hypnothérapeute depuis une douzaine d'années à peu près. Et j'étais auparavant infirmière anesthésiste au CHU de Nantes, dans le dans le bloc opératoire de chirurgie et de gynécologie maternité. Et c'est comme ça que je suis venue en fait à l'hypnose. Je me suis formée initialement pour l'hypnose vraiment chirurgicale, pour la proposer à la place d'une anesthésie générale quand c'est possible, bien sûr. Et puis je suis vraiment tombée dans l'hypnose, en amour pour l'hypnose et passionnée. Et je me suis formée dans voilà, plusieurs années à la thérapie brève. Et petit à petit, j'ai glissé vers ce nouveau métier avec grand bonheur. Et en fait, quand on parle d'hypnose, souvent on parle d'émotion. C'est souvent le, le cœur de quelle que soit la problématique qu'on peut avoir, on passe souvent par les émotions. Donc, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Alors, les émotions, nos alliés, parce que oui, s'il y a une seule chose à retenir, on pourrait pas se dire au revoir si ça, c'est vous le gardez très fort à l'intérieur de vous, que oui, vos émotions sont vos alliés et que quand on dit gérer les émotions, moi j'ai toujours un petit pincement à l'intérieur de moi parce que gérer, ça m'évoque plus la comptabilité, des trucs comme ça, quoi, un peu pas forcément très fun et c'est dommage parce que vraiment, euh, c'est vraiment un atout majeur, les émotions dans la vie. Et voilà, j'espère que je vais pouvoir vous partager ça. Ah, pourquoi ça marche pas? Caramba. T'arrives pas à Je passer me reprends. Ah bah oui, on a testé toutes les deux quand même, à l'instant, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Et là, ça veut plus? Alors, Bonne n'hésite pas batterie? à enlever le partage et Ah, voilà. ah, ça y est. Ouais, non, je sais pas. Ouais, il faut que j'utilise la souris plutôt que la case. Ce n'est pas grave. Alors, effectivement, vivre les émotions, parce que moi j'aime bien, vous allez voir, je cite souvent Edgar Morin, c'est ce vieux monsieur que vous connaissez peut-être, écrivain, euh, philosophe, et qui a 100 ans passé, et qui a donc un recul sur la vie qui, je trouve, mérite qu'on s'approche de ce qu'il dit. Il dit la vie est une aventure. Oui, la vie est une aventure parce qu'elle est imprévisible par définition. Et on a beau vouloir essayer de tout contrôler ou en tous les cas de se rassurer en contrôlant les choses, c'est jamais ce qu'on a prévu dans la vie. La vie, c'est une vraie aventure et on a pour vivre cette aventure un équipement hors toute compétition, ce qui sont vraiment nos émotions. C'est vraiment notre boussole. Alors les émotions, là vous reconnaissez cette image du film Vice-versa que je vous invite vraiment à regarder parce qu'il n'y a que des choses qui sont vraies dans ce film. Il est très bien documenté, il est tout âge, il est fait pour tous les âges et vraiment je vous invite à, si vous voulez en savoir plus sur les émotions, à regarder ce film, c'est une pépite. Et on a l'impression que c'est toujours dans la tête, mais en fait non. C'est pour ça que je vous ai mis ce beau jeune homme, c'est pas uniquement pour attirer votre attention, c'est parce que ça passe par le corps, les émotions. En tout premier lieu, la première fraction de seconde où une émotion se manifeste, eh ben, c'est dans le corps. Et ça, eh bien, de plus en plus, et surtout dans nos sociétés où on est beaucoup dans le mental, on le zappe cette étape. On zappe cette étape où le cœur qui s'accélère, ou une sensation au contraire de agréable quand on est dans la joie, quelque chose qui dilate là encore, une sensation de chaleur, une sensation de bien-être. Et en fait, c'est peut-être ça la reconnexion aux émotions, c'est de réécouter ces sensations parfois très subtiles, très fines dans le corps, qui sont toujours la première expression de l'émotion, quelle qu'elle soit.
ça passe toujours par le corps. Donc ça, c'est un outil merveilleux là aussi. Alors, je vous présente là les six émotions fondamentales que vous connaissez, bien sûr, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise aussi avec ce petit bonhomme là qui est au milieu, qui est aussi une surprise, une émotion très intéressante dans la vie, qui est motrice vraiment de plein de choses. Donc voilà, ça c'est les émotions vraiment les plus fondamentales. Et puis après, elles se déclinent en sous-émotions ou en sentiments. Et, il y a plein de mots dans le vocabulaire français pour exprimer les émotions. Ça aussi, c'est une chance de pouvoir y mettre des mots. Alors, je me décale ça, parce que j'arrive plus à mon texte. Du coup, je vais hop, enlever les photos. Voilà. Petit ajustement technique. Je ne sais pas parce que je vais... Ah, voilà, super, je le réussis. Alors, pourquoi c'est utile les émotions? Parce que déjà, ça nous donne vraiment notre perception de notre environnement. C'est comme si on avait des petites antennes là, et qui, de manière tout à fait inconsciente, nous permettent de capter tout ce qui se passe autour de nous. C'est pour ça que, en fait, ça passe par le corps, mais ça arrive jusqu'à notre cerveau, toujours via notre système nerveux, bien sûr, mais toujours avec un sentiment. On ne peut rien capter de l'environnement qui nous entoure sans sentiment. C'est vraiment l'exemple de la Madeleine Proust. C'est-à-dire que l'odeur de cette madeleine, pour certaines personnes, ça leur fera ni chaud ni froid, parce qu'ils n'en ont pas le souvenir. Ils n'ont jamais mangé d'excellentes madeleines, donc ça ne fait rien. Et puis pour quelqu'un comme Marcel Proust, où la madeleine, c'est un souvenir d'enfance merveilleux, et bien tout d'un coup, l'information de cette odeur de madeleine, elle va venir générer une émotion particulière. Voilà, c'est vraiment, toute notre perception de l'environnement est modelée par nos émotions. Ça vient envelopper l'information, quelle qu'elle soit, à chaque fois d'un sentiment. Et c'est ce qui fait qu'on a tous une perception différente, qu'on a tous une perception unique. Comme notre ADN nous est unique, et bien notre perception du monde qui nous entoure est à chaque fois différente. Vous prenez deux personnes qui vivent exactement la même chose au même moment, vous les interrogez sur ce qui s'est passé, comment tu as ressenti, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à l'intérieur de toi, comment tu l'as vécu. Vous aurez forcément deux histoires différentes parce que leur passif n'est pas le même, leur histoire n'est pas la même. Et du coup, ils auront une vision de la situation complètement différente. Et c'est pour ça qu'on a tous une manière d'appréhender le monde d'une manière unique. Tout le monde n'habite pas le monde de la même manière. Voilà. Vraiment au terme de perception. Et ça, grâce à nos émotions, qui sont vraiment notre filtre à information. Alors, on parle aussi souvent du mot stress. Le stress, on le voit comme quelque chose d'un peu négatif, qui vient nous polluer, nous envahir, etc. Mais en fait, le stress, comme les émotions, c'est avant tout un système très bien fait de notre cerveau qui nous permet de nous adapter à notre environnement. Parce que c'est ça, en fait. La vie nous impose de toujours nous adapter, d'apprendre des choses, d'évoluer dans des milieux différents, de découvrir de nouvelles choses. Et plus on est finalement soumis à des choses nouvelles, à l'inconnu, et plus on ressent ce petit stress, mais il est là au contraire pour nous donner l'énergie nécessaire à l'adaptation. C'est pour ça qu'il est vraiment fondamental. Et les émotions aussi, quelles qu'elles soient, même celles qui sont inconfortables. Parce qu'évidemment, on pourrait dire, bah, magnifique, moi, la joie, ça me suffit, le reste, je laisse de côté, ça m'intéresse moins. Mais non, elles sont toutes fondamentalement utiles parce qu'elles ont toutes la même fonction, c'est de nous pousser à l'action. On est des êtres mobiles, on a la chance de ne pas être des petits animaux unicellulaires très statiques, mais au contraire des êtres de mouvement. Et c'est pour ça que nos émotions sont vraiment notre moteur. D'ailleurs, émotion, ça vient du latin emovere et ça veut dire mouvement. C'est vraiment cette mise en mouvement pour aller chercher justement l'ajustement à l'intérieur de soi et autour de soi aussi parfois. C'est vraiment un moteur. Alors le stress, je reviens là-dessus parce que vraiment, on lui donne, c'est un mot valide. Souvent, moi, j'ai des gens qui arrivent au cabinet en disant quel est votre objectif pour faire l'hypnose? Je suis stressée. Ah, alors ça, moi, ça ne me parle pas trop, quoi. Je suis stressée, il va falloir détricoter la plotte, quoi, et savoir qu'est-ce que ça veut dire, comment les gens, qu'est-ce qu'ils mettent derrière ce mot stress, parce qu'on peut y mettre tellement de choses qui finalement ne sont pas forcément
n'indique pas forcément le vrai ressenti des personnes. Donc, c'est vraiment un mot valise qu'il faut aller déployer, ouvrir. Il faut ouvrir la valise et voir ce qu'il y a dedans vraiment. Parce que le stress, c'est vraiment, avant tout, le mode survie. C'est-à-dire qu'on a tous à l'intérieur de nous, dans notre cerveau, une partie du cerveau qui est dédiée à notre sécurité. C'est vraiment notre tour de contrôle, là. Elle est là pour veiller à notre sécurité du quotidien. Et aussi parce qu'on est des mammifères, il ne faut pas l'oublier, et qu'on a gardé à l'intérieur de nous vraiment quelque chose de cette animalité, justement, de Madame Cro-Magnon, là, qui était face à des tigres peut-être dans la vie, et qui du coup a développé ce stress comme un mode de survie, c'est-à-dire ce qui lui permet de réagir adapté et immédiate à un danger ou à une perception du danger. C'est là où des fois, on entraîne, on va le voir après, dans des stress qui perdurent, parce que parfois c'est un danger immédiat, mais parfois c'est la perception qu'on en a. Et ça, puisque ça vient de nous, c'est une perception, c'est pas forcément un danger réel. En tous les cas, cette perception, on peut l'entretenir et elle peut durer. C'est là où ça devient problématique. Donc vraiment, le stress, c'est l'activation de notre cerveau qui déclenche ce mode de survie avec un système hormonal qui déclenche l'adrénaline, le cortisol, tout un système qui fait que bam, on est prêt à réagir et à agir surtout. Voilà, c'est une réponse physiologique à un danger. C'est le corps, là encore, ça passe par le corps. Quand il y a un danger, on n'a pas besoin de réfléchir à tiens, là, peut-être que s'il y a un lion en face de moi, il serait utile que je cours ou que je fasse quelque chose. Non. La réaction, elle est immédiate, elle shunte complètement le cortex, on passe en mode automatique et on y va. On réagit comme on doit réagir. C'est ça qui est intéressant, c'est que justement, c'est automatique et c'est en général proportionnel à la perception de l'intensité du danger, sauf pathologie. Et là encore, notre cerveau est très bien fait parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'on va faire, comment on va réagir au danger. Le cerveau va choisir toujours, toujours, toujours la meilleure solution. Et en cas de danger immédiat, on a 3 solutions. La fuite. Ouais, moi, face à un dinosaure, c'est du temps des dinosaures, ou face à un lion, ou face à quelqu'un qui me met vraiment en insécurité, face à un petit loup dans la rue, je me dis, j'ai pas besoin de me le dire, je pense que je vais me mettre à courir. Voilà, parce que notre cerveau, il choisit toujours la meilleure solution. On peut vraiment lui faire confiance là-dessus. Parfois, c'est l'attaque. Ouais, on est acculé, on est on ne peut pas reculer, on ne peut pas courir, on ne peut pas s'échapper. Ah là, il y a peut-être une solution, on tente le tout pour le tout et on attaque. Ça aussi, le cerveau sait choisir. Et puis, il y a une dernière solution, c'est la prostration ou la sidération. Alors, on voit ça très bien dans les films, dans les documentaires animaliers, pardon. C'est l'animal qui se couche et qui fait le mort. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il y a plein de prédateurs qui n'aiment pas manger de l'animal mort. Ils préfèrent quand c'est un peu plus croustillant. Et du coup, s'ils tombent sur cet animal mort, ça ne les intéresse plus. Donc, ils vont le laisser tomber. C'est sa survie. Et ça, on le retrouve énormément dans tout ce qui est agression sexuelle. Parce que souvent, on ne peut pas fuir. L'attaque, c'est pas toujours si simple que ça quand on a un gros balèze face à soi. Et du coup, il va y avoir cette prostration, cette sidération, où la partie du cerveau se dit je me mets sur off. C'est pour ça qu'on retrouve souvent dans les cas d'agression sexuelle une amnésie totale de ce qui a pu se passer, parce que c'est vraiment une mise sur off du cerveau qui dit allez, protège-toi, peut-être que ta survie est en jeu et qu'il vaut mieux se mettre dans cette prostration, dans cette sidération pour sauver ta peau. Et souvent, il faut vraiment expliquer ce mécanisme-là aux personnes qui sont victimes de traumatisme, et notamment, je pense aux agressions sexuelles, parce que quand elles sortent du traumatisme, elles se disent, mais pourquoi j'ai pas réagi? Tout le monde me le dit, pourquoi j'ai pas crié? Pourquoi je me suis pas débattue? Pourquoi je l'ai pas mordu? Pourquoi je l'ai pas griffé? Ben parce qu'à un moment donné, leur cerveau a choisi la survie, et la survie est préférable à l'agression, et du coup, a mis leur cerveau sur off. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir, jamais, sur cette situation-là. C'est le cerveau. Peut-être ça aurait pu se faire différemment, mais à ce moment-là, le cerveau a choisi la solution de survie, la préférable. Donc ça, c'est un mécanisme automatique qu'on ne peut pas contrôler. Et puis le stress est aussi utile dans notre vie quotidienne. Heureusement, on n'est pas toujours en situation de traumatisme ou d'agression. Et le stress, ben, c'est ce qui déclenche toute
toute l'énergie dont on a besoin pour passer un oral comme ce jeune homme, ou quand on est face à une réunion avec plein de gens autour de soi et qu'on se dit ouh là, je suis un petit peu stressée, il y a beaucoup de monde, c'est des gens que je ne connais pas. Mais en même temps, ce stress, il est bon parce que, comme un acteur un comédien qui rentre sur scène, voilà, c'est aussi cette décharge d'adrénaline qui va donner la concentration, l'énergie, le, le, le fait que des fois on se dit ah, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, puis finalement, pof, ça déroule parce qu'on est dans ce dynamisme qu'a créé le stress à l'intérieur de soi. Donc, c'est aussi quelque chose de positif, vraiment. Sauf que c'est un système qui dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans le corps et psychiquement. Et autant c'est super sur un laps de temps court, autant si on doit maintenir ce degré d'adrénaline dans le corps, c'est épuisant pour le corps, ça fatigue le corps. On dit souvent, euh, enfin, c'est peut-être, je sais pas, je sais pas si c'est une expression courante ou si c'est une expression qu'on avait en tant que personnel hospitalier, quand on avait vécu un truc difficile, qui nous avait bien mis en tension, on sortait, on disait oh, putain, j'ai les surrénales essorées. Ça voulait dire qu'on avait, parce que c'est les surrénales qui déchargent l'adrénaline, on disait on avait tellement déchargé d'adrénaline, etc., pour voilà, une situation un peu délicate, qu'on ressortait de là, mais épuisé. Et c'est normal. Voilà. Le stress, ça fatigue. Et du coup, si le stress il dure longtemps, ben on finit par aller épuiser nos batteries physiquement. Et là, ça devient dangereux quand ça dure. C'est vraiment la sensation d'une fuite d'énergie. On est complètement à plat. C'est vraiment la batterie vide. Parce qu'il y a voilà, cette alerte permanente. Alors, ça peut durer si on est soumis à des dangers qui se prolongent ou des situations très stressantes qui se prolongent, ou alors quand on a une perception du danger qui se prolonge. Voilà. Et là, c'est aussi cet épuisement. Et ça, c'est l'effet cocktail. Alors là, celui-là, je donnerais presque envie de le goûter, mais l'effet cocktail en termes de stress, bah, ça finit par donner ça. Parce que on arrive à ce syndrome du stress continu qui est littéralement, qui vient épuiser le corps, épuiser le mental et du coup, complètement réduire nos capacités d'adaptation, les petits réglages là qu'on a d'habitude, ces équilibres là qu'on maintient au quotidien dans tout ce qu'on fait. Et bien là, c'est complètement, toutes les limites sont débordées. Ça vient saturer complètement les capacités d'adaptation. Et là, c'est très inconfortable, vraiment. Parce que ça peut bien sûr créer des symptômes physiques. Là, cette adrénaline qui circule tout le temps dans le corps, bah, ça fait littéralement, c'est comme si le corps était au garde à vous là, tout le temps, là, quand on est dans l'hypervigilance ou quand on est dans la peur ou dans la colère aussi, mais dans des stress comme ça continus. Et ben voilà, cette sensation d'être au garde à vous, ça va bien 2 minutes, mais si ça dure trop longtemps, ben, ça épuise le corps. Il y a des gens aussi qui vont être tellement dans une tension permanente qu'ils vont faire du bruxisme. Le bruxisme, c'est le fait de grincer des dents, notamment la nuit. C'est des gens qui vont tellement serrer les mâchoires, ils vont parfois même jusqu'à user la surface de leurs dents. Et puis aussi, ils se réveillent avec souvent des crampes là, dans les mâchoires. C'est vraiment le signe d'une tension qui dure même la nuit, comme si le corps là, restait je ne veux pas m'endormir, il faut qu'il y ait une partie de moi qui reste à être dans cette tension-là. Tout ça, bien sûr, ça finit par créer des douleurs, des troubles du sommeil, parce que le sommeil a besoin de cette détente du soir, là, notamment pour l'endormissement qui est importante. Et puis, ça peut aussi créer des réveils dans la nuit. Tout ça mis bout à bout, ça crée bien sûr de la fatigue. Et là, on rentre dans l'effet cocktail, c'est-à-dire que c'est tous ces troubles qui s'accumulent, ben, ça vient aussi amoindrir l'immunité, les ressources immunitaires. Et puis, on arrive parfois à des pathologies qui s'enchaînent, différents troubles digestifs, cutanés. La peau est un bon révélateur de ce qu'on vit souvent, mais chez certaines personnes, ça va être plus intestinal ou d'autres personnes, ça va être le dos qui vient se... Voilà, on a un petit peu chacun son petit terrain de jeu là-dessus, mais on sait qu'en général, quand on a cette pathologie-là ou des gens qui vont être tout le temps enrhumés tout d'un coup, bah, c'est souvent qu'on est dans une période un peu de turbulence. Et puis, il y a les symptômes psychiques et qui ne sont pas à négliger non plus parce qu'au début, ça peut être juste des troubles de l'humeur,
bon, si c'est passager, c'est OK, mais petit à petit, on peut arriver à des choses qui viennent déborder là aussi nos capacités d'adaptation psychique, arriver à des comportements qui nous débordent, à des réactions qu'on ne comprend pas de soi-même, qui nous déplaisent d'ailleurs, qui ne sont pas forcément adaptées. Ça vient du coup bousculer l'entourage, qui vient renvoyer une mauvaise image qui là aussi fait un effet boule de neige. On se dit: «Waouh, on ne comprend pas tout ça», et du coup ça vient faire ça vient s'amplifier tout ça. Ça joue aussi sur la concentration. C'est sur une sensation aussi, parfois, on peut aller jusqu'à la dépersonnalisation, le cynisme, des choses qui viennent vraiment, plomber un peu, la météo intérieure, et c'est vraiment pas confortable. Et puis, bien sûr, l'anxiété qui peut aller jusqu'à la crise d'angoisse, et si ça vous est arrivé de vivre ça dans votre vie, vous savez à quel point c'est très inconfortable, parce que là, c'est un mélange et du psychisme qui s'emballe et du corps qui vient créer des symptômes qui ressemblent tellement à la crise cardiaque. C'est extrêmement angoisse. Ça rajoute de l'angoisse à l'angoisse, parce qu'on se dit: «Qu'est-ce qui se passe?» C'est oppressant, on ne peut plus respirer. Donc c'est une vraie boucle, d'auto-induction, la crise d'angoisse, vraiment. C'est OK Ces pour tout le monde? symptômes, sont vus par, d'ailleurs l'entourage. On ne s'en rend pas Oui, forcément compte quand on les vit. ouais, exactement. Les comportements inadaptés, on ne se rend pas forcément compte qu'on a un Oui, comportement inadapté. C'est ce que tu disais, hein, l'entourage qui renvoie et qui peut te complètement. dire: «Tu devrais consulter», et on n'est pas Exactement. forcément en phase d'écoute, à ce moment. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, forcément, parce que sinon ce serait trop simple. Mais c'est ce moment-là où on se dit: «De toute façon, personne ne me comprend, il peut pas savoir ce que je vis, c'est normal que je réagisse comme ça». Sauf que c'est comme s'il y avait un prisme là, un écran de fumée là sur soi, et on voit plus les choses de manière très, j'allais dire lucide, non peut-être pas, mais en tous les cas, c'est comme s'il y avait ouais, vraiment un voile, de couleur foncée là sur les choses, et du coup, il y a, hem quand on est dans cet état-là, tout ce qu'on perçoit, on le voit avec ce filtre plus gris. Donc on a une perception plus négative des choses. Vous voyez, par exemple, si on comment faire une métaphore là-dessus? Si je décide que je me réveille demain matin et que vraiment, ça va être une sale journée, je vais voir tout ce qui est pas bien dans ma journée. C'est-à-dire, je vais sortir, je dis: «Mince, il pleut, j'ai pas mon parapluie. Ah, puis ma voiture est garée loin». Il y a une distorsion cognitive, ce qui fait qu'on va vraiment attraper dans tout ce qu'on vit, tout ce qui vient justifier que vraiment ça va être une journée merdique. Alors que si à l'inverse, ça marche aussi. L'inverse, c'est vraiment le biais cognitif, c'est vraiment si on est dans cet état de mal-être, on va aller piocher tout ce qui vient, justifier notre mal-être. Et évidemment, on trouve toujours la caissière qui vous dit pas bonjour, le gars qui vous fait une queue de poisson en voiture, et vraiment vous dites: «Mais tout le monde m'en veut, quoi». Mmh. Voilà. Parce qu'on est attentif à ces signaux-là, à ce moment-là, on ne voit plus que ces perceptions négatives de la réalité. Est-ce que tu associes, alors c'est peut-être une question bête, je ne sais pas trop, mais souvent quand Ah, les les questions. personnes parlent, oui, je sais, il y a pas de question bête. Si, quand ils viennent consulter, par exemple, ils parlent de trop plein d'émotions. C'est-à-dire qu'ils Ouais, ils peuvent nous dire, comme tu disais tout à l'heure: «Bah, je suis stressé», ouais. et c'est un peu fourre-tout, mais parfois, moi j'ai eu des cas où justement ils disent: «J'aimerais que tu m'apprennes à gérer mes émotions, j'ai un trop plein, émotionnel». Et beh, c'est exactement ça, et bah, je te propose qu'on continue et on va parler justement de ce système de trop plein. Comment prévenir le trop plein? Parce qu'effectivement, le trop plein, c'est par définition, c'est que ça déborde. C'est voilà, c'est comme les problèmes de baignoire qui débordent, c'est exactement ça. Ah, Donc, j'ai on anticipé. y va. N'hésitez pas, hein, j'avais pas de questions pour l'instant, hein, je te relayerai Mmh. si j'en ai. D'accord. Et puis il y a une petite case spécifique pour le burn-out, parce que c'est la même chose, c'est un trop plein, mais qui est spécifique au milieu professionnel. C'est vraiment le syndrome d'épuisement professionnel qui se nourrit de plusieurs facteurs. Souvent, c'est des gens qui sont soumis à, un travail multitâche, et tellement multitâche qu'ils n'ont pas le temps d'en finir une, que déjà il y en a une autre à commencer, il y en a plusieurs de commencer en même temps, et il y a cette insatisfaction de jamais pouvoir mener à bout un projet ou quelque chose. Ça, pour certaines personnes, c'est douloureux, difficile. Et puis, il y a aussi, bien sûr, dans le burn-out, la non-reconnaissance ou la mal-reconnaissance de la hiérarchie ou des équipes, qui fait qu'on perd le sens de ce qu'on fait. Ce sentiment d'insatisfaction, de ne pas arriver à faire ce qu'on veut comme on voudrait, plus la non-reconnaissance, ça fait le lit du burn-out.
et de la dépression aussi, bien sûr, hors professionnel. Voilà. J'ai des cas extrêmes d'épuisement par le stress. Il y a le burn-out d'un point de vue professionnel et la dépression qui est plus sur un plan personnel. Le burn-out va se manifester avant tout par le corps. Là encore, le premier signe du burn-out, c'est le corps qui un matin vous dit stop, il ne faut pas se lever. Et ça, c'est le signe c'est refus d'obstacle. Le corps a atteint ses limites et ne peut plus aller travailler. Et il va falloir dérouler la pelote pour aller chercher le pourquoi, du comment et s'en extraire. La dépression, c'est souvent d'installation moins brutale, plus lancinante, plus pernicieuse, mais c'est aussi voilà, le résultat d'un débordement qu'on a laissé trop longtemps filer émotionnellement. Dans les deux cas, d'ailleurs, l'un et l'autre, il existe des tests hein, sur Internet. Si on a Ouais. un doute, on se dit est-ce que je suis en épuisement professionnel ou en dépression. Ouais. Et puis surtout, il faut aller voir son généraliste. Hein. Oui, C'est le premier relais. faut déjà par ces petites questions-là se dire Ouais. Le généraliste est là pour aller mettre des mots sur les symptômes et pour vous proposer des tests pour la les prise en questions. charge adaptée, vraiment. Alors, ce fameux stress qui est très utile, parfois, euh, il y a des choses de notre environnement qui viennent l'amplifier. Et alors, notamment, si on n'a pas satisfait ses besoins physiologiques. Quand j'entends besoins physiologiques, c'est-à-dire les gens qui vont passer des journées sans boire, sans manger, sans aller aux toilettes, parce qu'ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas bu, qui ne respectent pas leur sommeil, eh bien, c'est un peu mettre la main dans la gueule du loup, quoi. C'est se mettre en danger que de ne pas respecter ses besoins fondamentaux qui sont, voilà, être bien hydraté, bien nourri, bien dormir, si on peut, bien sûr, on viendra là-dessus, et ne pas avoir trop chaud, trop froid, ces choses-là. Les besoins physiologiques, c'est la base. Si ça, c'est pas respecté, on rajoute déjà du stress à son corps, donc aussi à son mental. La saturation sensorielle. Là, vous voyez là, ce restaurant d'entreprise ou cette salle des marchés, je ne sais pas, là en bas, mais typiquement, quand il y a trop de bruit, et notamment les personnes les plus sensibles, trop de bruit, ça vient saturer complètement le mental et ça vient générer du stress. Ce monsieur-là qui a multiples écrans en même temps, la surstimulation là, sensorielle, elle est vraiment dommageable. Puis évidemment, je vous ai mis ces pauvres poules qui habitent en coloc un peu trop serré. C'est ça, voilà. On inflige ça à des poules. Ne nous infligeons pas ça parce que vraiment, la vie, on a besoin, on est des animaux grégaires, on a besoin de vivre en communauté. C'est rare les gens qui vivent ermites, mais s'imposer d'être trop. De ne pas avoir d'espace libre, c'est dommageable. Voilà. Et notamment, on a vu ça avec les bureaux, les open space. De plus en plus d'entreprises en reviennent de l'open space parce qu'on se rend compte que ça joue sur la productivité tout simplement, parce que les gens sont saturés de bruit, de la présence des autres, qui peut être envahissante parfois. Et finalement, c'est positif. L'alimentation, bien sûr, est un élément capital du stress, le stress oxydatif qu'on s'inflige, là encore à soi-même avec une nourriture trop sucrée, trop artificielle surtout. Tout ce qui est alimentation, là aussi je ne retrouve pas mon mot, c'est la fin de journée, désolée. L'alimentation transformée. Voilà, l'alimentation transformée, c'est une alimentation très oxydative pour le corps et du coup qui participe à au stress global. Donc là aussi, tant qu'on faire se peut, plus on a une alimentation, j'allais dire, vivante, et mieux on protège son mental aussi. Et la sédentarité, on ne le dira jamais assez, mais c'est peut-être l'ennemi public numéro un. Et on est une génération, et je m'inclus dedans vraiment, où on a perdu ce lien avec le mouvement. Quand je dis mouvement, c'est pas faire du sport, c'est juste marcher pour aller chercher son pain, c'est juste prendre les escaliers quand il y a qu'un ou deux escaliers ou deux étages. On a perdu ce lien avec le mouvement qui nous met dans cette énergie, dans cette détente aussi que propose l'activité physique. C'est vraiment quelque chose qui permet d'aller réguler notre système nerveux autonome. Et quand on est trop sédentaire, eh bien, bah, ça sature parce que ça s'accumule à l'intérieur de nous. Il n'y a aucun moyen d'aller voilà, libérer
cette énergie parfois négative à l'intérieur de soi. Donc vraiment, le mouvement, c'est Bien très, sur très... l'alimentation, les périodes où tu es en stress plus, tu n'as pas forcément envie de manger des choses On est saines. bien d'accord, on est bien d'accord. Parce que quand on, par exemple, quand on manque de sommeil, notre système hormonal nous bascule tout de suite vers du gras et du sucre. Parce que si le corps ne trouve pas son énergie dans le sommeil, il va aller le chercher dans le gras et le sucre. C'est automatique, il a besoin de cette énergie, donc il va la chercher ailleurs. Et puis, effectivement, il y a le côté doudou de l'alimentation, sécurisant, réconfortant, petit plaisir, un petit moment pour soi. Sauf que, ben, on en remet, c'est comme, on réalimente la boucle là, de stress, finalement, aussi. Parce que d'une part, des fois, on va culpabiliser d'avoir mangé des trucs qu'on n'avait pas forcément envie de manger, mais que voilà. Donc ça, c'est un toxique profond, la culpabilité. Euh, voilà, toutes ces choses-là, mis bout à bout, fait qu'effectivement, être attentif à son alimentation, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Vraiment. La contagion émotionnelle. Alors, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus et qui est un facteur énorme, notamment pour les gens sensibles, très sensibles, hypersensibles. Et quand je dis hypersensible, c'est vraiment, euh, pour tous les hypersensibles qui se reconnaissent dans cette description, c'est un cadeau de la vie, là encore. Mais ça demande à être apprivoisé. Mais la contagion émotionnelle, c'est vraiment euh, on est bien, voilà, tout se passe bien, puis tout d'un coup, on arrive au bureau, ailleurs, et puis on sent que là, il y a une chape de plomb, waouh, et on se chope littéralement, mais comme des microbes, on se chope toutes les émotions des autres. Et là, on dit, oh, ça va pas, je suis pas bien, je me sens pas bien. Mais en fait, on est juste contaminé par l'émotion des autres. Alors, c'est super pour. Moi, je suis pas très foot, mais je sais que j'ai cru comprendre que dans les stades de foot, la contagion émotionnelle, c'est une émotion extraordinaire. Ça décuple la joie, ça décuple l'énergie. Mais quand c'est de l'émotion négative, eh bien, c'est la même chose. On capte tout ça des autres parce qu'on n'a pas besoin d'y réfléchir. Ça se fait de manière automatique. On perçoit, on sait lire l'émotion des autres de manière subtile, dans leur attitude, dans leur non-verbal, dans leur regard. Et du coup, eh bien, si on n'y prend pas garde, on peut s'en imprégner et s'en contaminer, même certaines fois, si on ne prend pas la peine de se dire, OK, c'est à moi ça ou c'est à l'autre? Est-ce que je prends, je garde, j'accueille ou pas? Parfois, la contagion émotionnelle, elle peut être par exemple dans la tristesse, un enterrement. Elle est fondamentale, cette contagion émotionnelle, parce qu'effectivement, tout le monde est triste et on pourrait dire, oh, pas terrible d'être tous tristes, mais non, parce que cette tristesse, elle participe au deuil. Et le fait d'être plusieurs à accompagner quelqu'un qu'on a aimé dans une sépulture, eh bien, cette contagion émotionnelle, elle va aider tout le groupe à, à- à appréhender la disparition de quelqu'un qu'on a aimé. Donc, elle est vraiment utile et en même temps, parfois, trop envahissante. Donc là aussi, le dosage à trouver qui passe par la reconnaissance de qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Qu'est-ce que j'accueille et qui me convient, qu'est-ce que je laisse de côté. L'émotion, elle est, comme on disait tout à l'heure, très liée à notre histoire. Pas de, d'appréhension du monde qui nous entoure, pas d'émotion sans connexion à notre mémoire, à notre histoire, y compris à notre mémoire inconsciente parfois. C'est-à-dire que des gens ont pu vivre des traumatismes. Là, vous voyez un bombardement. Eh bien, par exemple, ces personnes-là ne vont pas vivre un feu d'artifice de la même manière. Surtout s'ils n'ont pas été prévenus. Les premiers booms là, du feu d'artifice, tout de suite à l'intérieur d'eux, waouh, ça va serrer le cœur. Ça va, ça va faire une tension dans le corps. Le cœur va s'accélérer. Parce que tout de suite, ça réactive ce traumatisme. Et c'est pour ça que des fois, on arrive quelque part, même de manière inconsciente, puis tout d'un coup, tac, on a une émotion. Et en fait, c'est juste parce que dans cet endroit, il y a quelque chose, un tableau, hum, un visage, quelque chose où ça ressemble à une situation traumatique. Ça vient rappeler à notre cerveau un traumatisme et clac, ça vient faire une boucle comme un court-circuit et ting, on retombe dans la même émotion, l'émotion du traumatisme. Vraiment pour le... J'ai mis cette image du bombardement parce que j'ai une amie qui est libanaise et qui a passé toute son enfance au Liban pendant la guerre du Liban, les 14 années de guerre.
Et elle me dit, quand j'étais petite, moi, à 7 8 ans, j'ai souvenir de m'être cachée sous les escaliers quand il y avait des bombardements. Et par exemple, on a été invité pour, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, les bains sonores avec des gongs. Elle a très mal vécu ça. Les gongs, là, les grands gongs japonais, là, etc., les bols chantants. Elle a très mal vécu cette expérience parce que tous ces bruits venaient réveiller la petite fille en elle. Et du coup, elle était très inconfortable avec ces bruits. Donc voilà. Toute, toute mémoire traumatique peut être réactivée et donner une émotion différente selon l'événement. On a une petite question du Oui, coup, bien enfin, sûr. une question petite, c'est encore indépendant. Oui. C'est Béatrice qui nous dit est-ce que ça peut jouer aussi avec les mémoires transgénérationnelles? Alors, c'est pas ma spécialité, mais de plus en plus, on en parle, effectivement. Moi, j'ai beaucoup lu là-dessus parce que je trouve que c'est un sujet passionnant et qui mériterait d'être plus. Alors là, si le sujet vous intéresse, il faut lire absolument Anne Chustenberger, je crois, si je n'écorche pas son nom, qui a écrit Aïe mes aïeux. Ça, c'est la Bible du transgénérationnel, vraiment. Et je crois que c'est elle qui parle notamment des gens dont les parents ou les grands-parents sont morts en camp de concentration gazés et qui vont développer de l'asthme, ou des grands-parents qui ont vécu la guerre de 14 et qui, là aussi, ont été gazés pendant la guerre de 14 avec euh, voilà, ces armes chimiques, et qui, eux aussi, vont développer de l'asthme. Donc oui, je pense que c'est une piste à explorer. Moi, c'est pas mon domaine de compétence, mais je suis convaincue qu'il y a des choses qui se transmettent comme ça dans la mémoire, effectivement, des peurs. Qu'est-ce qu'on retrouve comme ça? J'avais lu des histoires, il y en a vraiment qui sont très parlantes. Euh, des histoires de noyade, par exemple, dans la famille. Et du coup, il va y avoir des peurs de l'eau, des choses, voilà, des choses qui sont pas anodines. J'ai plus trop d'exemples comme ça en tête, mais oui, oui, il y a plein de choses comme ça à explorer. Et il y a des thérapeutes qui sont spécialisés en psychogénéalogie. C'est une piste intéressante. Il y a Déjà, si c'est un une sujet série qui vous intéresse. sur Netflix qui parle de ça, qui s'appelle Le chemin de l'olivier. Je sais pas. Ouais, ouais, je ne connais Et pas. ça parle vraiment des mémoires où tu parlais de noyade, où là c'est la grand-mère qui s'est noyée et une peur de l'eau, Ouais, 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 etc. exactement. Peut être soignée par ça, quoi. Exactement. Juste par la prise de conscience qu'il s'est passé quelque chose, mais ça ne m'appartient pas. C'est peut-être un bagage qui m'est transmis là, par les générations précédentes, mais on peut faire un travail de coupure de cette transmission. On n'est pas obligé d'hériter de tout. Voilà, on peut choisir l'héritage. Euh, Si c'est un sujet qui vous intéresse, en général, la première étape, c'est de faire son arbre généalogique avec les dates de naissance, les prénoms, les deuxièmes prénoms, les dates importantes, mariage, décès, etc. Et souvent, il y a des petites choses, il y a souvent des liens avec la quatrième génération dessus, les arrière-grands-parents. On trouve des fois des petites connexions comme ça. Ça peut être amusant de faire ça et parfois très instructif aussi. Alors, par rapport à toutes ces émotions-là qui nous débordent parfois, eh bien, c'est assez humain. Je continue ou il y avait une autre question peut-être, Nathalie? Non? Ah, Je j'entends. regardais, je leur ai mis Aïe mes aïeux Ouais, Aïe mes aïeux, ouais, ouais, ça c'est vraiment un livre super intéressant. Yvi nous dit qu'elle a une thérapeute à conseiller, éventuellement. Ah Vous bah, pouvez voir top. quelqu'un. Il y a Hélène Renouf, je crois, qui a rusé de mémoire, qui est psychologue et qui s'est Corinne spécialisée. nous dit faut être vigilant. Il y a plein Oui, de scientifiques et tout ça. On apprend beaucoup de choses dans ce podcast. Donc, une pensée critique, et donc elle nous a mis un lien. Donc, ouais. un Ben, petit comme peu beaucoup autour de de ça qui thérapeutes, est je peut-être crois intéressant. qu'il faut être attentif à choisir Effectivement, il faut être vigilant. le bon pour soi même. Comme tu le dis souvent, Isabelle, après, c'est qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a ce type de Ouais, c'est ça. Oui, oui, but, c'est d'en faire quelque chose, c'est pas qu'on nous balance comme ça des choses exactement. qui Ouais, peuvent ouais. nous perturber plus qu'autre chose, c'est sûr. Alors justement, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, des fois, on en fait pas, on fait ce qu'on peut avec nos émotions et on cherche des solutions. Et des fois, ben, on cherche des solutions qui pourraient faire croire qu'elles vont être rapidement efficaces. Donc là, je vous ai mis tout ce qui vient de l'extérieur au niveau consommation. Donc le tabac, ça c'est un bel anesthésiant émotionnel. En plus, c'est en vente libre. Euh,
facile. Voilà, quand on commence à fumer, ben souvent, la cigarette, elle a toutes les vertus. N'est-ce pas? Je te vois avec ta tirette. Elle a toutes les vertus, la cigarette, parce qu'on est triste, on prend une cigarette, on est en colère, on prend une cigarette, on a peur de quelque chose, on prend une cigarette. Et on a le sentiment que ça vient nous apaiser, sauf que c'est un leurre. C'est juste la détente de la nicotine qui provoque une vasodilatation dans le corps. Et cette vasodilatation, elle amène un tout petit brin de confort. Donc on se dit, waouh, ça me semble mieux qu'une cigarette. C'est pas ça qui résout nos problèmes. Donc, c'est vraiment l'écran de fumée, au sens propre comme au sens figuré. La nourriture, le chocolat, bien sûr, grand ami de la gestion des émotions. Là aussi, sur le moment, c'est doux, c'est sucré, c'est réconfortant, ça remplit l'estomac. Sauf que, mauvais allié, ça va pas durer l'effet qui se coule. L'alcool, pareil. Sur le coup, détente dans le corps, ça va mieux, je me sens mieux. Sauf qu'après, on le paye. Et on le paye d'autant plus qu'il y a un effet paradoxal de l'alcool. Pareil avec l'herbe ou le hashish, c'est exactement la même chose. On croit que ça détend, et puis en fait, ça vient amplifier les émotions qu'on vit. Donc, mauvais allié, vraiment. Et puis les médicaments. Alors, les médicaments, je les ai mis là en termes d'anesthésiant émotionnel quand ils sont pris à tort et à travers. Évidemment, parfois, la case médicamenteuse prescrite par un médecin est une case indispensable. Je ne remets pas ça en cause. Je dis juste, euh, se mettre sous les petits trucs qu'on prend, les petits quarts, là, de l'exomil à vie, ben, peut-être qu'il y a une autre solution. Vous faites du Lexomil toute sa vie, ça marche bien, mais finalement, tout ça, ça anesthésie, mais ça met les émotions sous le tapis. Et là aussi, c'est une petite phrase un peu gimmick, mais c'est comme la poussière, les émotions sous le tapis, au début, tranquillou, ça se voit pas, et à un moment donné, ça fait une bosse, et on se prend les pieds dedans, et on tombe. Donc, les anesthésiants émotionnels, c'est confortable sur le moment, mais c'est pas du long terme. Il y a aussi les anesthésiants émotionnels comportementaux. Alors là, c'est tout ce qui est le monsieur là au milieu, ou la dame d'ailleurs, les work alcooliques. Là, les gens qui se noient dans le travail, ça évite de penser à autre chose, et notamment aux difficultés émotionnelles. Les achats compulsifs, le jeu, et bien sûr tout ce qui est passif, écran, la télévision, les séries, les gens qui vont passer leur nuit devant la télévision, ben ouais, c'est un bon anesthésiant émotionnel, mais ça ne vient pas euh, ben, les utiliser vraiment. Ça juste, ça met un écran de fumée, quoi, et puis alors, bien sûr, on a la chance de vivre à l'époque du téléphone portable. Et là, qui ne s'est pas plongé délibérément dans ses réseaux sociaux favoris ou Vinted ou que je sais-je encore, parce que tout simplement, ça débranche le cerveau et que ça fait du bien. Mais si ça fait du bien une demi-heure, si ça prend trop d'espace dans la vie, ben, je sais pas si on est complètement vivant quand on est dans son téléphone portable. Je sais pas. Ça, c'est l'affaire de chacun et chacun est libre de ses choix. Mais je pense que là aussi, c'est un leurre. Et puis tout ça, c'est pour se couper de ses émotions. Se couper de ses émotions parce on pense qu'elles sont pas confortables et qu'on n'en veut plus et qu'on en a marre et qu'on sature. Sauf que se couper de ses émotions, c'est se réduire à l'état de Robocop, comme ces petits clones de Star Wars. C'est les gens qui sont, par exemple, à profil autistique, se coupent de leurs émotions parce qu'ils sont débordés par leurs émotions, sauf que ça coupe un peu et de la réalité du monde et de la communication avec les autres. Donc, être un robot, l'armure, là, ça peut être sécurisant, mais c'est pas très confortable au bout d'un moment, ça finit toujours par peser trop lourd. Alors, enfin, arrivons à cette idée que les émotions sont nos alliés, que c'est vraiment les messagers de notre cerveau qui passent par le corps pour nous dire, allez, bouge-toi, il y a quelque chose qui est pas, si elles sont pas confortables, il y a quelque chose qui va pas, il faut aller chercher, retrouver l'équilibre, retrouver l'alignement, et c'est par l'action, c'est par le mouvement qu'on va y arriver. C'est vraiment, voilà, ce cockpit-là d'avion, c'est exactement ça. Notre cerveau, il est encore mieux équipé que ce cockpit, et on utilise le dixième du quart des boutons qu'on a, c'est dommage. C'est vraiment la boussole intérieure. Alors, je vous ai mis, pour ceux qui ont vu le capitaine Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, là encore, un film pour enfants qui n'en est pas un. Et lui, sa boussole, c'est une boussole magique qui lui indique ce qui est bon pour lui. Et en général, pour lui, c'est plutôt les bouteilles de rhum. Mais dans la vie, eh bien, notre boussole intérieure, c'est vraiment la joie.
c'est cette émotion de la joie qui nous dit, bah, c'est OK, vas-y, continue. Et si on suivait toujours cette boussole intérieure, eh bien, on serait autant que faire se peut, parce qu'évidemment, on dépend aussi de tout ce qu'on vit de l'extérieur, qui nous impacte, qui nous impose des choses. Mais cette boussole intérieure, qui est la recherche de la joie, eh ben, si on avait toujours, si on regardait suffisamment notre boussole, ce serait souvent beaucoup plus confortable. Après, on est d'accord, plus facile à dire qu'à faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on ressent ce pic émotionnel-là? Bah, comme tu disais tout à l'heure, Nathalie, les gens qui disent, mais je sature, j'ai trop plein d'émotions, j'arrive plus, j'arrive plus à réfléchir, je suis complètement débordée. Eh bien, déjà, le pic émotionnel, souvent, il peut passer par une expression de cette émotion. Ça peut être des larmes, ça peut être de la colère, ça peut être l'expression de la peur. Déjà, je crois que c'est important d'être vigilant à qui on les offre. Parce que on n'est jamais confortable quand on pleure devant son patron, quand on pleure devant quelqu'un qui est pas sympa avec nous, quand on est dans ce débordement émotionnel devant quelqu'un qui n'est pas en capacité de les accueillir. Et qui est le mieux en capacité de les accueillir? C'est notre entourage, les gens qui nous aiment. Donc, des fois, de se dire, OK, là, je ressens quelque chose qui ne va pas, mais je vais attendre d'être avec quelqu'un qui va pouvoir, voilà, peut-être me prendre dans ses bras, me consoler, être dans ce lien avec moi qui va me permettre d'exprimer ce pic émotionnel. C'est important, vraiment, je crois qu'il ne faut pas faire le cadeau à n'importe qui. Surtout qu'on rajoute de la culpabilité En souvent. plus, en plus, et Ah, puis le j'aurais regard peut-être des autres, pleuré on devant finit par avoir honte, ah, c'est la chouineuse de service, etc., etc. Donc, voilà, vraiment se dire, OK, là, je sens que ça va pas bien, mais allez, OK, je contiens encore un tout petit peu, mais je sais que là, dans 1 heure, je suis chez moi, je vais pouvoir en parler, m'exprimer, et ça va aller. Garder ses forces aussi pour les batailles qui en valent la peine. C'est-à-dire que des fois, on monte au créneau, notamment dans la colère, et si on prenait un tout petit peu de recul, on part sur des choses qui n'en valent pas la peine et on s'auto-déborde, on s'auto-sature parce qu'on veut mener des combats, c'est Don Quichotte, quoi. Je crois que des fois de se dire: «OK, bah là, tiens», je pense, je suis dans la chambre de ma fille là, qui a quitté la maison, mais je pense aux ados du coup. Les ados typiquement sont là pour tester nos forces mentales. Ils sont là pour faire leurs griffes sur notre dos, mais aussi pour tester notre force mentale. C'est vraiment des maîtres en matière de gestion de l'émotion parce qu'ils savent exactement appuyer sur le bouton on-off qui va déclencher le «Ah, j'en peux plus, tu me fais suer, je ne supporte plus». Bah, peut-être que les ados nous apprennent aussi à choisir nos combats. C'est-à-dire que, OK, ça c'est important, cette valeur-là, elle est hyper importante pour moi et là je ne vais pas lâcher. Mais peut-être que ça, à côté, vois, sa chambre, c'est son territoire. Je vais décider de la fermer. Je regarde même plus ce qui s'y passe. C'est son territoire. Tant pis si c'est un bouge, mais je renonce à ce combat-là parce que ma santé mentale est en jeu. Voilà. Ça réagit un petit peu dans le chat sur le côté, c'est pas facile parfois de Ah retenir bah, on est bien d'accord, le comportement que va générer l'émotion. On disait, bien on sûr. prend, on s'en veut après, mais c'est vrai que Ouais. c'est pas toujours facile de retenir ses Mhm. émotions. Parfois, ça déborde sans pouvoir les contrôler. Donc, Ouais. c'est vrai que Alors, parfois, ça ça déborde monte sans tellement pouvoir. vite, en fait, Ouais. que Exactement. Ça part tellement vite parce que on n'a pas été à l'écoute du tout petit signe quand il était grand comme ça. ouais, Et typiquement, la colère, c'est une réaction nucléaire. C'est mieux qu'une mayonnaise. On passe de ça à ça, parfois en une fraction de seconde. Mais si on avait été à l'écoute au moment où c'est juste en dessous, où on ça sent que ça remonte, peut, hein, tu sais. voilà. On a tous nos propres signes intérieurs de «Ouh là, ça va partir en cacahuète». Et c'est là où il faut intervenir. Parce qu'après, c'est trop tard. Là, j'ai envie de dire, il faut aller jusqu'au bout, hein. Quitte à être perdu pour perdu, faut dire ce qu'on a à dire. Parce que la colère, elle est utile. Elle est là pour dire, il y a quelque chose qui n'est pas juste en termes de justesse pour soi. Donc, elle est là pour être entendue. Mais souvent, c'est contre-productif parce qu'on va dire des choses qui vont au-delà de notre pensée, parce qu'on va s'énerver, parce que l'autre, du coup, si on monte là, lui, il va monter là, ou elle va monter là. Donc, c'est l'escalade et finalement, pas efficace. Donc vraiment, la colère, c'est typiquement l'émotion où il faut
hop, faire un petit arrêt sur image quand on est là, juste en dessous, là, quand ça commence à serrer les mâchoires, le cœur qui s'accélère, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. C'est là où il faut dire stop, arrêt sur image. Arrêt sur image, je me place en observateur. Est-ce que ce combat en vaut la peine ou est-ce que je me retire et tant pis, laisse ta chambre, c'est Beyrouth, mais tant pis, on laisse comme ça. Est-ce que je ne me trompe pas sur l'intention de mon interlocuteur? Souvent, on a tendance à se dire, ah ouais, mais s'il me dit ça, c'est parce qu'il pense ça. Et des fois, on se trompe. Donc, de prendre une fraction de seconde pour se dire, est-ce que je ne me trompe pas sur l'intention de l'autre en face? Vous savez à quel point la communication entre humains, elle est quand même pas si simple que ça, y compris dans un couple, par exemple. Parce qu'entre ce qu'on se dit, ce que l'autre entend, ce qu'on voulait dire, ce qu'on a cru dire, etc., il y a plein de niveaux de décalage de perception de l'autre. Donc, vraiment se placer en disant, est-ce que vraiment il veut dire ça? Est-ce que c'est vraiment cette vacherie-là qui me dit? Ou est-ce que peut-être son intention, je me trompe sur l'intention derrière? En fait, typiquement, l'ado, il ne peut pas fondamentalement vous faire suer, c'est pas sa fonction primaire. Lui, il veut être libre, c'est ça son intention. Donc, il vient chercher la liberté coûte que coûte. Mais son intention n'est pas forcément de vous mettre dans cette colère-là. Donc, voilà, de revenir à ça, et puis je vais continuer, je reste là. Voilà, d'être vraiment dans cette position d'observateur. Qu'est-ce que j'en fais de cette colère? Est-ce que je vais jusqu'au bout ou est-ce que je me mets en retrait? La position de retrait, c'est pas la lâcheté, hein. C'est juste, je m'isole vraiment, physiquement, pour aller me poser 10 secondes, respirer et me dire qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai vraiment envie de déployer cette énergie considérable pour aller jusqu'au bout de ma colère? Ou est-ce que j'ai envie, au contraire, pourquoi je l'ai faite, cette colère? Parce qu'il y a quelque chose de pas juste. Donc, d'obtenir ce besoin-là de justesse, comment je vais l'obtenir, ce besoin de justesse, ce réajustement du comportement de l'autre ou de la vie en famille, etc. Comment je vais l'obtenir? Peut-être plus facilement dans une discussion, mais à froid, c'est-à-dire demain, un autre jour, où je vais pouvoir poser euh, ce qui est important pour moi, ce qui ne me convient pas, ce qui ne me convient plus, ce qui n'est pas admissible. Mais finalement, voilà, l'utiliser, mais plutôt à froid. Et je peux juste rajouter quelque chose, je Bien suis sûr. d'accord avec ce que tu disais, et il y a une autre question aussi, c'est il faut bien se connaître pour ça. Et Mhm. en coaching, le premier truc que l'on fait, c'est un travail sur les valeurs, parce que quand nos Oui, valeurs profondes et fondamentales sont touchées, ça nous oui, met en colère. Et quand on exactement. maîtrise, après, on arrive plus facilement à Mhm. détecter ce petit truc qui va nous mettre, parce qu'on sait qu'on est en train de toucher une valeur, on va l'identifier Exactement. assez vite, et ça Mhm. permet de mettre en place alors, différentes stratégies, hein. Moi, au boulot, je faisais ma liste de courses pour éviter de continuer à écouter mon interlocuteur. Voilà, mais on peut mettre en place des stratégies, mais pour ça, faut bien se connaître aussi. Ça aide, en tout cas. Ouais, complètement. Il y Je avait une pense. autre question, est-ce qu'on peut être en pic? Alors, peut-on, Romain nous dit ça, toujours être en pic émotionnel? Pour moi, on ne peut pas être en pic émotionnel en permanence, quand même, si. Bah, sinon, c'est l'épuisement. Ouais, donc on arrive à l'épuisement. Ça crée une telle tension dans le corps, c'est épuisant. C'est épuisant. Je peux préciser, Romain, n'hésite pas. Euh, Bah après, je peux le dire verbalement, mais ouais. parce qu'à écrire, c'est un peu chiant. C'est juste Oui, que, oui, enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne à chaque fois que je parle avec des gens, je suis toujours dans l'émotion, en fait. Donc, je suis toujours en pic émotionnel et oui, je vais avoir les larmes qui viennent facilement et tout le temps. C'est oui. avec toute personne, en fait, et c'est compliqué, en fait. Mm. Alors, quel- là encore, on en parlera après, mais j'avance finalement sur après. Qu'est-ce qu'elles viennent dire, ces alarmes? Il faut dérouler la plotte. Il faudrait dérouler la plotte. Ouais, c'est, Comment je le sens dans mon faut aller voir corps? un peu. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peur? De l'inconfort parce que je ne les connais Mais ça pas? peut être tout, en fait. Ça peut être tout Voilà. mélangé. Mais c'est ça, c'est là où il faut aller vraiment démailloter cette sensation-là. Qu'est-ce qu'elle vient dire? Qu'est-ce qu'elles viennent dire, ces larmes? Comment je les utilise? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette émotion? Il y a de la peur. Comment je peux faire pour me sécuriser? Peut-être me dire que ces gens-là sont plutôt bienveillants et que j'ai pas à en avoir peur. Je suis triste, je suis en colère. La colère, pour rebondir aussi avec ce que tu disais, Nathalie, tout à l'heure, je crois qu'il y a un précepte fondamental, c'est de se dire que l'autre, il a le droit de penser différemment de nous. Alors, des fois, ça nous défrise, on est bien d'accord, mais c'est un droit acquis de l'humanité d'avoir chacun sa valeur, ses valeurs. Et
heureusement, on n'est pas obligé de vivre avec des gens qui ne sont pas dans notre euh, mode de pensée. Mais parfois, au travail, on peut être, euh, par exemple, avec des gens qui n'ont pas du tout notre registre de valeurs. Et là, ça peut être très inconfortable, vraiment. Et voilà, et pour revenir sur ce que vous disiez, Romy, vraiment, quand il y a des émotions comme ça, c'est d'aller dérouler la pelote, d'aller explorer. Qu'est-ce que je ressens? D'où ça vient? Quel est le besoin derrière? Il y a toujours un besoin derrière. Et Comment? le fait de l'identifier, ça peut la calmer. Oui, exactement. Une émotion, elle est satisfaite quand elle est reconnue par soi-même, quand elle est entendue. Parce que plus on la met sous le tapis, là, plus elle tape au carreau pour dire: Eh oh, tu m'as pas vu? Je suis là, moi. J'ai besoin que tu m'entendes. Je suis la peur. Écoute-moi. J'ai besoin que tu ramènes de la sécurité. Ou je suis triste. J'ai besoin que tu la. Alors, la tristesse, pour le coup, c'est une émotion qui a besoin d'être traversée. C'est pour ça que alors là, pour le coup, je fais une petite digression encore, vous me pardonnez, mais quand un médecin traitant donne un antidépresseur pour un deuil, moi, je monte au plafond parce que la tristesse, elle est là pour apprendre à vivre sans quelqu'un qu'on a perdu. Si vous venez mettre c'est cauterizé sur jambe de bois, quoi. Si vous venez mettre un antidépresseur qui va vous empêcher votre tristesse, d'abord, vous allez vous la coltiner 20 ans au lieu de vous la coltiner quelques mois. Et surtout, vous n'allez pas la traverser. Elle est fondamentale. Elle est fondamentale pour apprendre à vivre sans cette personne. Vraiment. Donc la tristesse, elle doit être traversée et il faut la regarder en face. On sait que ça va être dur quand on a perdu quelqu'un qu'on aime ou quand on a vécu même une situation, un déménagement, quelque chose qui nous rend triste, un changement de quelque chose. On sait qu'on va être triste, mais plus on la traverse pleinement en disant, OK, allez, je te vois la tristesse, je plonge dedans, je prends ma boîte de mouchoirs et puis je m'autorise à être triste. Oui, quand on a vécu un deuil, c'est normal d'être triste. Qui est là pour vous dire que vous n'avez pas le droit d'être triste quand vous avez perdu quelqu'un? Personne, ce serait abject. Donc la tristesse, il faut la traverser, vraiment. C'est OK pour vous? Oui, ça a l'air bon. Donc, OK. Alors, je reviens à mon petit canari, là, au milieu des canaris noirs, des merles. Toujours aussi, quand on a un pic émotionnel, bien prendre une fraction de seconde pour se dire, est-ce que c'est mon émotion ou est-ce que je me suis fait contaminer par les autres, là? Parce que si c'est pas la mienne, ben, je suis peut-être pas obligée de me la trimballer. Je, voilà, vraiment ce geste-là, ça va pas aider l'autre de d'être triste avec lui, par exemple. Euh, Sauf si on partage cette tristesse, voilà. Mais ça va pas aider l'autre de plonger dans son angoisse. Vraiment, l'empathie, c'est au contraire, euh, c'est souvent l'image, vous savez, quelqu'un qui tombait dans un puits, soit on descend avec lui dans le puits, on va être pas très confortable tous les deux, mais ça va pas l'aider à en sortir, soit en dehors on reste en dehors du puits, on lui tend la main pour en sortir. C'est ça l'empathie, vraiment. La métaphore de l'empathie, c'est ça. Et du coup, quand on est très sensible, des fois, on croit qu'on va aider les autres en absorbant leurs émotions, et non. C'est faux amis, ça encore, faux amis. Ça va pas l'aider. Au contraire, c'est juste, OK, je suis là, j'entends ta tristesse, je t'écoute, je suis là pour te prendre dans mes bras, pour t'accompagner, mais je ne suis pas obligée de plonger dans ta tristesse. Vraiment. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Arrêt sur l'image. Vraiment, ça, c'est le bouton stop. Je sens quelque chose qui monte à l'intérieur de moi, un pic émotionnel. Arrêt sur l'image. Je m'isole si possible. J'observe la pensée génératrice de l'émotion. D'où ça vient là? D'où elle vient cette émotion? Comment elle est née là? Quelle a été la phrase ou la pensée qui a fait pouc, la goutte d'eau là? Observer l'émotion. Qu'est-ce qu'elle est? La- L'identifier, vraiment. Je suis pas, non, je suis pas stressée. C'est soit j'ai peur, soit je suis en colère, soit je suis triste. Mais il y a un truc. Je l'identifie. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que, quel est le besoin derrière, vraiment? Quelle est la sensation dans le corps aussi? Où est-ce que ça se contracte, machin? Comment je peux faire pour déjà détendre le corps? Et là, rien que ça, rien que d'avoir identifié l'émotion, elle se dit, ah, chouette, elle m'a vue. J'ai pas besoin de continuer à monter. Elle m'a repéré. Ah, super. Je vais pouvoir être utilisée comme un levier d'action. Si vraiment on sent qu'il y a l'emballement dans le corps, là, le cœur qui s'accélère, etc., la cohérence cardiaque, c'est un outil hyper, ou la respiration même, outil hyper précieux, gratuit, toujours disponible, votre respiration. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose qu'on travaille plus
En préventif, je dirais, c'est 3 fois 5 minutes et c'est l'idée de ralentir sa respiration et de se focaliser sur sa respiration pendant 5 minutes. C'est bête comme chou, mais c'est un bon régulateur du système nerveux central, vraiment. Donc ça, c'est un outil idéal, facile à mettre en œuvre. Je vais faire Mais un la petit peu respiration, cette semaine sur ce sujet-là, parce que moi, je l'ai pratiqué là depuis plusieurs mois ok. et je trouve ça magique, en fait. Bah ouais, Et pourtant, vraiment. je faisais de la respiration, mais je trouve que la cohérence, enfin, 5 minutes, c'est Ben oui, c'est 3 hyper fois 5 rapide. minutes. Et ça Voilà. te focalise, ça te remet. Exactement. D'abord, ça évite le hamster dans sa roue là, qui s'emballe. Et puis surtout, ça ramène dans le corps, aux sensations. Alors, soit il y a des applications avec des courbes sinusoïdales que vous suivez pour ralentir votre respiration et vraiment vous focaliser dessus. Et puis, des fois, on n'a pas toujours envie d'avoir son téléphone avec soi ou la nuit. Faut vous trouver une petite phrase mantra du style j'inspire et je sais que j'inspire et je souffle et je sais que je souffle. Ça permet de ralentir la respiration et de se focaliser dessus. Et on sait que quand on ralentit la respiration, on ralentit la pulsation cardiaque, on ralentit tous les processus hormonaux d'activation de l'adrénaline et du cortisol. On ralentit le tonus musculaire et même le rythme des pensées. C'est vraiment un débranchement du mental. Donc, c'est un outil précieux. Mais des fois, quand on est juste en pic émotionnel, là, on n'a pas forcément l'envie de se mettre en cohérence cardiaque. Juste de, je respire, mais comme si je voulais souffler des bougies, là, pour déployer toutes les alvéoles, sentir la fraîcheur de l'air aussi, comme si on venait aérer à l'intérieur de soi. Là. Se dire, ah ouais, là, je ventile à l'intérieur de moi. Ouais, 2, 3 fois, là, rien que ça pose les choses, ça ramène dans le corps, de bien poser les pieds au sol aussi, de s'ancrer dans le sol. Ça aussi, je respire, je m'ancre dans le sol. On a une Le demande de FT, Florine qui demande s'il faut bien, pour que ce soit efficace, le faire 3 fois par jour. C'est ce c'est qui est l'idéal. proposé. Ça, c'est vraiment du préventif. Du Ouais. préventif des, des pics émotionnels et des pics d'angoisse, de l'anxiété, de toutes ces choses, de tous ces syndromes-là aussi anxieux. C'est vraiment 3 fois 5 minutes, c'est l'idéal. Vraiment. Mais on peut le faire On n'y arrive pas, on peut faire au moins le matin et le soir. C'est ça. On peut Le le faire en soir, marchant. on n'y pense pas, mais oui, on peut le faire en marchant, tout à On peut le fait. faire en faisant autre chose. On n'est pas obligé de se Ouais. poser. C'est pas de la méditation, quoi. On peut vraiment le faire dans notre quotidien. On peut le prendre on peut le faire sous la douche. On peut le faire vraiment. Voilà. Profiter de tous les moments où on est disponible. Le EFT, c'est une technique, je reviendrai dessus après, qui s'appelle Emotional Freedom Technique et qui s'apprend auprès d'un thérapeute, qui consiste à tapoter des points d'acupuncture et qui permettent vraiment, là aussi, de redescendre la pression. C'est le bouton de la cocotte minute là, de nos grands-mères, là où on enlevait le petit chapiteau et ça faisait psh, voilà, c'est exactement ça. Alors, je reviens sur l'écoute des émotions. Je regarde l'heure, c'est bon, je suis dans le timing. Je reviens sur être à l'écoute des émotions. Vraiment, comme on disait tout à l'heure avec Romy, partir de: «Ah, qu'est-ce qui se passe dans mon corps?» Soit c'est les larmes qui surgissent, soit c'est cette sensation-là, souvent, ça se passe soit dans la gorge qui se serre ou dans la poitrine, une sensation de poids ou bien le ventre là ou les épaules, enfin, chacun a un petit peu c'est pas pareil chez toutes les personnes, mais globalement, c'est ces zones-là, les zones privilégiées ou les mâchoires qui vont se mettre à se serrer, là, on serre les dents. D'observer, voilà, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Quelle est la tension? Quelle est l'émotion derrière? Ah ouais, je ressens une tension dans le corps, c'est quoi l'émotion derrière? Et là, je mets des mots vraiment. Ah ouais, là, ça vraiment, là, je me suis vraiment, je c'est pas OK ça pour moi, ça génère telle émotion à l'intérieur de moi. Ou, ou vraiment ce que j'ai dit à tel, j'ai vraiment gaffé là, j'ai pas été cool, j'ai un peu honte. Ou voire même de la culpabilité, mais ça, on y reviendra. C'est pas une émotion, c'est vraiment une construction du mental, la culpabilité, mais quand même, voilà, je mets des mots sur ce que je ressens et sur les sentiments associés. Parce qu'on peut en avoir plusieurs, évidemment, associés. On peut être et triste et en colère, c'est permis, hein. Et des fois, voilà, quand il y en a beaucoup en même temps, c'est plus difficile d'aller détricoter la pelote. Voilà. Donc, d'où l'intérêt d'aller vraiment euh, détricoter quand c'est tout petit. C'est plus facile que quand c'est une pougnac tout emmêlé. Explorer l'émotion. Souvent, avec l'émotion, on associe aussi des croyances. C'est-à-dire que je vous ai mis un petit cerveau qui dit tu retombes amoureux, je te casse la gueule. Typiquement, si on a vécu plein de mauvaises expériences, bah, il y a une petite partie du cerveau qui dit bah, de toute façon,
faut pas faire confiance aux hommes, c'est tous des salauds, c'est tous. Et du coup, eh ben, cette croyance, elle va venir polluer cette émotion qui est pourtant magique de oh, il est pas mal lui, il fera bien mon 4 heures. Et du coup, il y a une autre partie du cerveau qui dit ah bah non, non, arrête, arrête, tu te souviens comme tu as souffert la dernière fois, tu vas pas t'infliger ça, arrête, arrête. Mais ça, c'est une croyance qui nous empêche de nous dire que finalement, on pourrait vivre quelque chose de très différent avec quelqu'un d'autre. C'est dommage. Donc ça, c'est intéressant quand on ressent cette émotion de ah non, j'y remets pas les pieds, de se dire oh, ben, t'es sûr, c'est pas un peu qu'est-ce qui se passe là? C'est vraiment un type. Mes petites antennes détectent vraiment que c'est un bad boy et j'y touche pas. Ou peut-être que c'est vraiment mes peurs qui sont là, qui sont complètement amplifiées parce que j'ai eu des mauvaises expériences. Voilà, d'aller vraiment explorer. Et puis toujours, quel est le besoin non satisfait? Derrière une émotion, il y a toujours un besoin non satisfait. De sécurité, de consolation ou d'apaisement quand il y a quelque chose qui n'est pas juste en termes de justice, même parfois, ou de justesse. Et puis toujours relativiser. Ouais, ok, d'accord, je m'emballe là, mais est-ce que c'est si grave que ça? Parce qu'on est très très fort, notre cerveau, il aime bien faire son intéressant et dire et nous faire croire qu'il y a des choses qui sont hyper primordiales, capitales, vitales. Et en fait, si on se positionne un petit pas en arrière, on dit ouais, finalement, est-ce que c'était si important que ça? Est-ce que c'était si grave que ça? Est-ce que je suis obligée de me mettre dans des états comme ça pour cette situation? Mais ça, on peut le faire que soi-même, parce que si c'est quelqu'un d'autre qui vous dit, ça, on n'aime pas bien entendre. Donc, il faut le faire entre soi et soi, évidemment. C'est pas à quelqu'un d'autre de vous dire, mais non, t'en fais trop, arrête, arrête. Voilà. C'est vraiment entre soi et soi. Une émotion reconnue est une émotion apaisée. Vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Ronnie. Rien que de lui dire, OK, je suis triste, mais j'ai le droit, c'est légitime d'être triste. Bien sûr, je viens de perdre quelqu'un, j'ai le droit d'être triste. Et vraiment, effondré, c'est permis. Oui, j'ai le droit d'être en colère parce qu'un tel m'a dit ça et que c'était pas juste et que voilà, il y a quelque chose. J'ai le droit d'être en colère. Oui, j'ai le droit d'avoir peur. On n'est pas tous des super-héros et on a le droit d'être en insécurité quand une situation nouvelle se présente à nous. C'est permis. Donc ça, déjà, l'émotion, elle se dit, chouette, elle m'a vu, elle va pouvoir me satisfaire. Et donc, du coup, je ne vais pas avoir besoin de monter, 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 monter et lui exploser la figure pour qu'elle me voie enfin. Un tableau qui peut paraître un peu peut-être rébarbatif, mais qui voilà, décrit chaque besoin derrière chaque émotion, finalement, comment finalement on peut retrouver de la sécurité. Ben, la sécurité, c'est par exemple, typiquement, là encore, je repense aux jeunes qui passent des examens, ils seront plus en sécurité s'ils savent qu'ils ont bien bossé. Là, c'est ne pas s'infliger une peur supplémentaire si on a suffisamment révisé. Ou pareil, quand on a une réunion importante le lendemain et qu'on se dit, là, je ne suis pas très au point sur le dossier, peut-être que si je révise un petit peu, je me sentirai mieux demain matin. Voilà. Euh, ce- tout ce qu'on peut mettre en place pour obtenir de la sécurité intérieure. Pareil pour la colère, c'est des fois, c'est accepter qu'on a le droit de dire non aussi. On a le droit d'avoir ses propres limites. Et elles ne sont pas les mêmes d'une personne à une autre. Et on a le droit de les partager sans que ce soit un drame de dire non. Je repense, alors là aussi, à un super bouquin donc, que je vous ai mis aussi à la fin, qui s'appelle Suis-je hypersensible? C'est Fabrice Midal, qui est philosophe, lui aussi, comme Edgar Morin. Et il dit, lui, par exemple, alors c'est un grand hypersensible, vraiment, il dit, par exemple, lui, ce qu'il déborde, c'est d'assister à un mariage. C'est un truc là, ça dépasse ses propres limites. Mais il dit, mais j'ai arrêté de m'affliger d'aller au mariage des gens que j'aime. Je les invite avant, je leur dis, je vous adore, je penserai bien à vous, mais je ne serai pas là avec les 100 personnes que vous avez invitées qui me mettent en turbulence maximale. Pourtant, c'est un gars qui va sur des plateaux de télévision, etc., qui a l'habitude, qui est un homme médiatique. Mais ça, les mariages, ça le déborde. Eh bien, il n'y va plus, il s'impose plus ça. Eh bien, finalement, est-ce que c'est si grave que ça? Ses amis, ils le connaissent, et ils acceptent ça de lui parce que justement, c'est leurs amis et que
euh, ils acceptent qu'il peut avoir ses limites. Je crois que c'est important de savoir qu'on n'est pas obligé de s'infliger certaines choses. Bon, allez, je passe sur la suite. Et alors, pourquoi je vous ai mis des enfants qui partagent cette émotion? Parce que les enfants, ils n'ont pas le masque. Nous, on sait très bien mettre le masque là, figé de Robocop, qui cache toutes ces belles émotions, parce que oui, elles sont belles, même les pleurs, même la peur, etc. C'est des belles émotions, ils sont superbes, ces enfants. Pourquoi ils ne mettent pas de masque? Parce qu'ils osent partager leurs émotions. Parce que, sauf les enfants qui n'ont pas la chance d'être dans un milieu sécure, ils savent que leur famille va pouvoir accueillir leurs émotions et les aider à la traverser. Et nous, adultes, on a perdu cette confiance souvent, en, notre foi en l'humanité, parfois même. On a perdu cette confiance dans l'autre de pouvoir accueillir notre émotion. Donc, blam, on met le masque. Et c'est dommage, parce qu'elle est faite pour être partagée, parce que quand on est triste, qu'est-ce qui est mieux que la consolation de quelqu'un qui nous aime? Quand on a peur de quelque chose, qu'est-ce qui est mieux que quelqu'un qui lui prend la main dans la vie en disant, t'inquiète pas, ça va bien se passer, je suis là, je suis avec toi ou toute situation qui fasse peur, voilà, une nouveauté. Qu'est-ce qui est mieux que quelqu'un qui vous dit, ouais, je sens bien que tu es en colère là, mais peut-être que si tu veux, on en parle. Voilà. Donc, les émotions, elles sont faites pour être partagées, mais là encore, je le répète, avec les gens qui vous aiment et qui sont en capacité de les accueillir. Les gens qui vous aiment ou les thérapeutes aussi. Ils n'ont pas besoin de vous aimer pour être dans la capacité d'accueillir vos émotions. À toute raison gardée, bien sûr. Pas non plus, t'es plus chez vous. Mais voilà. Donc, oser partager ses émotions, vraiment. Oser pleurer. Combien d'hommes, notamment, à qui on a appris un garçon, ça pleure pas. Mais quel drame de ne pas pouvoir pleurer. C'est l'expression première du corps de il y a quelque chose qui a besoin de sortir de soi, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être dite, qui a besoin d'être reconnu. Et en plus, dans les larmes, il n'y a pas que de l'eau et du sel, il y a des toxines. Donc, c'est vraiment nettoyage. Donc, vive les larmes, vraiment. D'ailleurs, peut-être vous l'avez tout observé, quand on a bien pleuré, on se sent un peu comme quand on a nagé. Il y a une détente dans le corps, ça libère. Mais ouais, vive les larmes. Voilà, la consolation, le partage, le, le, le corps familial, mais ça peut être des amis. On n'a pas forcément une famille qui est à la hauteur de ça, mais ça peut être un cercle amical, évidemment, qui est là pour venir faire corps autour de nous quand il y a besoin. Comment éviter la saturation des systèmes d'adaptation? Eh bien, c'est ce qu'on disait. Plus une émotion est mise sous le tapis, plus elle va venir cogner au carreau, plus elle va s'amplifier, plus elle va venir nous mettre en tension, nous mettre en turbulence, créer des douleurs, créer des symptômes. Vraiment, c'est une émotion, elle est faite pour être dite et observée par nous-mêmes avant tout. Eh bien, c'est vraiment s'ouvrir au changement. C'est vraiment ce changement de paradigme de se dire, OK, mes émotions, c'est plus mes ennemis numéro un. Je me réconcilie avec mes émotions, quelles qu'elles soient, y compris les inconfortables, parce que je sais qu'elles me permettent d'avancer, de grandir, de me déployer. Observer comme finalement, c'est peut-être même dans les coups les plus durs de la vie qu'on a des phases de croissance intérieure les plus importantes. Alors évidemment, c'est pas quand on a le nez dedans qu'on se dit ça, hein. Ça c'est sûr. Quand on a le nez dedans, on encaisse, c'est dur et on en prend plein la figure. Mais après, quand la vague est passée et qu'on se retourne derrière soi et on se dit, waouh, ben, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si j'avais pas traversé tout ça. Donc, s'ouvrir au changement, c'est s'ouvrir à cette capacité de croissance qu'on a tous à l'intérieur de nous et d'aller de plus en plus à l'écoute de nos émotions pour être sur un fil de plus en plus ténu, pour éviter les grosses vagues là, qui nous brassent, c'est comme une tempête, et d'arriver sur un rythme beaucoup plus satisfaisant, plus confortable, parce qu'on sera plus en lien avec soi-même. Comme tu disais, Nathalie, apprendre à se connaître, apprendre à se respecter, apprendre à être à l'écoute de soi et de son corps. Et finalement, le changement, ça passe par des petits pas de reconnaissance. Tout ce que je vous dis, vous allez pouvoir
vous l'avez déjà mis en place, bien sûr, parce que c'est naturel, mais que souvent, c'est sociétal, c'est culturel, on met des freins à tout ça, mais c'est un processus de croissance lié à l'âge, à la maturation. Heureusement que ça n'apporte pas que des rides de prendre des années, ça apporte aussi cette conscience de soi. Et tous ces changements, ils passent par voilà, des petites choses qui, mis bout à bout, font euh, la progression vers quelque chose, une version de soi plus satisfaisante, plus confortable, plus agréable. Alors, je reviens à cet effet cocotte minute. Comment on peut le prévenir? Parce que c'est vraiment l'effet goutte. Des fois, on a beau faire tout ce qu'il faut, bah, ça déborde. Alors, il faut commencer par dépressuriser, ne pas laisser monter la pression à l'intérieur de soi. Donc, pour dépressuriser, vraiment, je reviens à la respiration, la cohérence cardiaque, mais juste respirer dans tous les sens du terme, c'est-à-dire s'offrir des respirations dans le corps, la respiration, mais aussi des respirations dans sa vie. Qu'est-ce qui me fait respirer? Qu'est-ce qui me donne de l'air, de l'oxygène? Voilà, d'être vraiment à l'écoute de ce besoin qu'on a tous de j'ai besoin d'air, parfois j'ai besoin de solitude, j'ai besoin d'aller me promener, j'ai besoin, voilà, respirer dans le sens large du terme. Être entouré des bonnes personnes, là aussi, souvent, on s'inflige des relations qui sont, je dirais pas toxiques parce que ça, c'est ah, il y a d'autres degrés avant la toxicité. Il y a des relations inutiles qui nous tirent vers le bas, quoi. Voilà. Ben, c'est bien d'aller choisir les gens sur qui on peut compter plutôt. Voilà. De faire, ça mange pas de pain, faire un peu de tri de temps en temps. La reconnexion à la nature, ça aussi c'est important. On en prend conscience souvent quand on est sur place. Quand on arrive au bord de la mer, on se dit, waouh, là je respire, je me sens bien, ça détend. Ou en forêt, voilà, toutes ces sensations vraiment dans le corps là, qu'on ressent dans tous ces endroits-là. Souvent, quand on y est, on se dit, ah, super. Puis après, quand on revient dans notre quotidien, on oublie à quel point on est en manque de ça. Donc, comment on peut dans sa vie remettre des petites touches de ça? Ben, on a la chance à Nantes d'avoir plein de jolis parcs. Des fois, ça peut être juste ça. Je vais me balader une demi-heure dans le parc et je vais toucher un arbre, je mets les pieds dans l'herbe, ou je vais écouter les oiseaux. Mais cette reconnexion à la nature, même si on n'est pas un écolo euh, forcené, ou même si on a le sentiment que c'est pas important pour soi, ben, quand même, on a tous un besoin de cette petite reconnexion parfois à la ville aussi, c'est la nature, c'est nous, donc ça fait partie de la nature, mais à quelque chose de plus, je dirais, plus végétal, plus aéré, quoi. Libérer l'énergie. Et là, je reviens à mon leitmotiv du mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Il n'y a pas de vie sans mouvement. Et vraiment, c'est entretenir cette vitalité à l'intérieur de nous dans le mouvement. Bouger, marcher, nager. Il n'y a pas besoin de faire du sport pour être dans le mouvement. Danser si vous aimez ça. Voilà, d'être dans cette libération d'une énergie qui va détendre le corps et du coup détendre notre mental. Évidemment, l'activité physique, c'est un plus si ça vous convient. Et là encore, il faut trouver quelque chose qui donne aussi du plaisir, c'est fondamental. Si vous aimez jardiner, il n'y a pas besoin d'aller faire du marathon. Le jardinage, ça peut être très intensif, ça peut être du mouvement, ça peut être mettre les mains dans la terre qui vont faire que ça débranche le mental parce qu'on est là, on écoute les graines pousser, quoi. Donc, c'est vraiment une reconnexion à autre chose. Le yoga, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant à mon goût, en tous les cas, parce que on est dans une focalisation de ce qui se passe dans le corps et ça débranche complètement le mental. Le gré du rire, moi j'ai jamais testé, mais il y a plein de gens qui vivent ça, disent que c'est une expérience assez ludique, joyeuse. La musique, pour certaines personnes, globalement, on a tous des musiques qui nous résonnent dans le cœur, plus que dans la tête. Alors c'est important de vous construire les playlists en fonction de la météo intérieure.
La météo qui fait du bien quand on manque la musique, pardon, qui fait du bien quand on manque d'énergie. Voilà, vous ressortez les tubes pop de votre jeunesse sur lesquels vous dansiez à 20 ans et vous sentez que ça vous met tout de suite dans une énergie particulière. Ou bien les musiques qui sont au contraire très cocooning, très, très relaxantes, très ressourçantes. Voilà. À vous de faire vos playlists, mais préparez à l'avance pour que quand il y en a besoin, ben, elle est là. Là, ça, je sais que c'est ma playlist Bad Trip, ma playlist, voilà, en fonction de l'humeur du moment, celle qui va m'aider à traverser cette vague. Respecter ses besoins physiologiques, on le disait tout à l'heure, donc l'hydratation, on a tendance souvent à pas suffisamment boire, notamment quand on est sur son lieu de travail. Euh, et notamment les hypersensibles, alors là pour le coup, ils sont très sensibles à la déshydratation. Si vous avez des enfants notamment qui sont concernés par le sujet, mettez une gourde d'eau dans leur cartable, vous allez voir, ça va changer leur vie. C'est vraiment un besoin qui passe souvent inaperçu parce que pour avoir la sensation de soif, il faut vraiment être très déshydraté. Mais avant, il y a toutes les sensations de fatigue, de mauvaise humeur, de petits coups de mou. Souvent, c'est une on est un peu trop sur un versant sec. Donc, boire de l'eau, ça peut aider à réguler ses émotions. Vraiment, c'est pas du chiquet. Pareil pour l'alimentation, se méfier de l'hypoglycémie réactionnelle quand on mange trop de sucre et que 2 heures après, notre corps nous en réclame à nouveau. Et ça, l'hypoglycémie, le cerveau, il n'aime pas du tout et ça crée des troubles de l'humeur. Typiquement, là, vers 11 heures, si on a mangé un petit déjeuner avec trop de pain blanc, trop de confiture, enfin, que du sucre caché, hein, bien sûr, dans toutes les céréales blanches, et bien 2 heures après, on a cette hypoglycémie qui nous envoie des mauvais signaux, des mauvais filtres, là encore, alors que c'est juste l'hypoglycémie. Donc, veillez à une alimentation voilà, moins sucrée pour ne plus avoir ces pics d'insuline. Le magnésium aussi. Là aussi, les hypersensibles consomment plus de magnésium que les autres. Donc, des fois, une petite cure de magnésium, ça, c'est un bon régulateur de l'humeur, vraiment. Magnésium marin, plus facilement assimilable. Le sommeil, bien sûr. Évidemment, on a tous vécu. Si on est en dette de sommeil, eh bien, on est beaucoup plus sensible à on est beaucoup plus impacté par tout ce qu'on vit autour de nous et on est plus fragile face à tout ce qui nous impacte. Les besoins physiologiques d'élimination, bah oui, si on se retient d'aller aux toilettes, d'aller faire pipi toute la journée, évidemment, ça crée de l'inconfort et on rajoute de la tension, etc. La température aussi, là encore, pour les enfants hypersensibles, proposez-leur des tenues pelure d'oignon où vraiment ils vont pouvoir enlever, remettre les gilets facilement pour être au bon confort de température. Je dis les enfants, mais ça marche aussi pour les adultes, bien sûr. Et ce que tu disais tout à l'heure, évidemment, Nathalie, mieux se connaître pour mieux se reconnaître, connaître sa sensibilité, la reconnaître comme un atout, c'est un cadeau de la vie, c'est des petites antennes supplémentaires. Bien sûr, parfois, on a l'impression que c'est encombrant, que ça nous déborde et qu'on pleure dès qu'on rentre en connexion avec les autres, mais finalement, plus on respecte cette sensibilité, ses limites, ce qu'on est, et plus on va pouvoir l'accueillir et l'utiliser et vraiment être dans ce plein pouvoir de la sensibilité qui va nous permettre de trouver encore plus beau une musique, un tableau, l'art, et voilà, ça fait partie des choses qui sont captées par toutes ces petites antennes très sensibles, donc c'est magnifique. Reconnaître aussi que parfois on a un bagage un peu lourd, notamment un bagage de l'enfance, et qu'on se le traîne là comme un boulet, et ça freine. Le boulet, là, c'est. Donc, d'aller le travailler en thérapie, ça peut être intéressant pour s'alléger le bagage. Quelles sont mes traversées, mes apprentissages, dans ce qu'on disait tout à l'heure? Ben oui, j'en ai traversé déjà tout autant que vous êtes. Vous avez, avec bien sûr l'endométriose, mais aussi d'autres événements dans votre vie qui ont été des traversées du désert ou des traversées de tempête. Regardez comment vous les avez traversées. Regardez ce que vous en avez appris. Soyez fiers de ce que vous avez traversé, de qui vous êtes grâce à ces traversées-là. Mais des fois, si on oublie de regarder dans le rétroviseur, on s'en rend pas compte à quel point on est des Wonder Woman, quoi. Bah ouais, il y en a eu des choses qu'il a fallu euh, dépasser. Donc, tout ça, c'est vos forces aussi. Quelles sont mes limites? Je les respecte, vraiment. Bah oui, on a le droit
d'avoir ses limites et c'est OK, quoi. Pas, encore faut-il les observer, les délimiter. Délimiter, oui, c'est un peu redondant comme phrase, mais bon, les définir. Voilà, c'est ça. Les identifier, Ouais, voilà, c'est ça. pourquoi on ne sait pas. En fait. Ouais, c'est ça. Agir selon ses valeurs. C'est voilà, c'est exactement ce que disait tout à l'heure Nathalie. Il faut quand même s'arranger pour tracer son chemin de vie en fonction de ses valeurs. Typiquement, là, je vous présente des jeunes mariés qui mettent du riz complet, etc. Machin, enfin, voilà, la blague sur l'écologie. Si on est végétarien et qu'on travaille dans un abattoir, ça risque d'être compliqué, quoi. Donc, c'est peut-être pas la peine de se mettre dans des situations où on va être embuté avec ses émotions, avec ses valeurs. Si on est, voilà, je sais pas, d'autres idées, quoi, mais si vous êtes dans un milieu où vos valeurs sont malmenées, où elles sont rejetées même, bah, vous allez être, vous allez pas résister, quoi. Peut-être qu'il faut changer d'espace de travail ou d'équipe de travail voilà. Comment vous pouvez En, retrouver de la cohérence? en coaching, c'est vraiment quelque chose sur lequel je passe du temps au démarrage. Ouais, Alors, parce que c'est pas, on croit les connaître, mais en fait, quand on les oui, travaille vraiment, exactement. sur 5 à 6 valeurs fondamentales, et ensuite on fait une grille de valeurs. Moi, je Oui, dis oui, que sur tous nouveaux projets, il faut le passer au crible, c'est ce que tu viens c'est de ça. dire, de nos valeurs. Mm. Et si on n'a pas, on va dire, les trois quarts de nos valeurs respectées, il ne faut pas y aller, en fait. Ouais, c'est ça. Après, il y a des besoins. Les besoins, c'est différent. Ils peuvent ne pas être respectés au démarrage, etc. Mais Ouais, si on va d'avance dans quelque chose où les trois quarts de nos valeurs ne sont pas respectées, c'est même pas la peine d'y aller. C'est burn-out à un moment donné qui va arriver, c'est sûr. complètement. Donc, Parce que les vraiment un valeurs, travail à faire qu'on pourra, hein. Je peux te proposer un atelier pour le faire oui, parce que c'est une boussole pour moi. Tu oui, parlais de boussole tout à l'heure, ouais, c'est exactement ça. Les valeurs, elles se nourrissent de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a vécu, de notre éducation, bien sûr, mais aussi de tout ce qu'on a construit, de nos croyances, de nos perceptions de la vie. Et c'est ce qui nous définit aussi. C'est ce qui fait qu'on est tous chacun unique. C'est ça. Et du coup, ben, c'est bien d'être dans une cohérence. Voilà. De pas être, de pas se mettre dans le rouge euh, par, par une incohérence de valeur, vraiment. Et puis le plaisir, alors là aussi, je crois que c'est quelque chose de fondamental, de ramener dans sa vie, est-ce que j'ai ma dose suffisante, euh, enfin c'est comme l'hydratation, quoi. Est-ce que j'ai ma dose suffisante de plaisir dans ma journée? C'est la vitamine du mental, est-ce que j'ai suffisamment de choses qui m'ont donné des petites joies? Parce que euh, moi, je connais personne qui ait trouvé la recette du bonheur, à part peut-être le Dalai Lama, et encore, je ne suis pas certaine. Par contre, des gens qui sont bien dans leur basket, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas des choses extraordinaires dans leur vie. Ils sont collectionneurs de petits bonheurs et ils savent les reconnaître. Ah ouais, là j'ai fait ça aujourd'hui, c'était top. Ah ouais, puis demain je vais rencontrer telle personne que j'aime beaucoup rencontrer et ça me fait hyper plaisir. Voilà, d'aller chercher tout ce qui nous donne de la joie, parce que c'est ça notre boussole, c'est ah ouais, ça c'est bon pour moi, ça vient nourrir mon mental, ça vient nourrir tout ce que je suis, ça vient déployer qui je suis parce que je m'y sens bien et ça c'est chouette. Donc le plaisir, c'est fondamental, vraiment. Il faut aller là aussi, c'est comme les valeurs. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Peut-être que vous détestez aller au cinéma, mais que une autre personne va adorer être dans cette atmosphère de la salle parce que c'est partagé, c'est pas être tout seul devant son écran, mais c'est partagé avec d'autres gens, même si on les connaît pas, cette même émotion, partager cette émotion, contagion émotionnelle. Chez d'autres gens, ça va être aller à la mer, la lecture, voilà. Qu'est-ce qui, moi, me fait du bien? Qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que j'aime cuisiner? Est-ce que je m'offre suffisamment de toutes ces petites choses qui me font plaisir, tout simplement? Pour en mettre chaque jour, pas attendre le week-end pour aller faire le truc qui me fait plaisir, pas attendre les vacances, pas attendre la retraite pour s'offrir ça. Non, là, aujourd'hui, est-ce que j'ai eu ma petite dose suffisante de mes petits plaisirs à moi, des trucs que j'aime bien faire, dans les choses les plus simples de la vie, quoi.
Ah ouais, j'aime marcher, bah ouais, je vais faire ça. Ouais, bien sûr, mais juste 10 minutes, c'est pas grave, j'ai pas besoin d'aller faire une rando en montagne pour avoir le plaisir de me balader vraiment en conscience et de regarder ce qu'il y a autour de moi. Voilà. Des plaisirs simples. L'art, la nature, c'est vrai, c'est des vrais vecteurs d'émotion. Là encore, est-ce que je m'offre suffisamment, bah, j'aime bien aller voir les fleurs, est-ce que je vais suffisamment, est-ce que j'en ai suffisamment autour de moi, de la nature? Est-ce que je vais suffisamment souvent à la bord de la mer? On a la chance de ne pas habiter loin, parce que je sais que ça me fait un bien fou quand je vais la voir. Bah, est-ce que j'y suis? C'était quand la dernière fois que j'y suis allée? Ah ouais, 3 mois. Peut-être que je peux m'offrir une petite balade là, le week-end prochain. Est-ce que ça fait combien de temps que je suis pas allée dans un musée? Parce que quand j'y suis, je sais que je m'y sens bien. Voilà, toutes ces choses qui vous font du bien, les spectacles, parce que le spectacle vivant, ce sera jamais comme à la télévision. Et que quand je vais voir une pièce de théâtre, je m'y sens vraiment bien. Voilà. Mais pour chacun, c'est différent. Donc pour chacun, d'explorer qu'est-ce qui vous fait du bien. Et puis alors là, on a quand même dans notre cerveau, notre ennemi public numéro un, c'est nous-mêmes. Le juge intérieur qui dit non, de toute façon, tu n'es pas à la hauteur. Non, de toute façon, tu n'es qu'une quiche, tu ne vas pas y arriver. Eh bien là, il faut vraiment, à chaque fois qu'on s'administre des petits mots doux comme ça, il y a un bon baromètre, c'est de se dire, notamment pour les gens qui ont des enfants, ou même vous imaginez, même si vous n'en avez pas, est-ce que vous diriez ça à un enfant? T'es qu'une quiche, hein. Vraiment, t'es qu'une incapable. Ouais, t'es nul, tu sais pas faire ça, t'es vraiment une tocarde. Est-ce que vous diriez ça à un enfant? Si la réponse est non, eh ben, pourquoi vous vous infligez ça à vous-même? Donc, ce que je vous propose, c'est un petit jeu, c'est qu'à partir de maintenant, à chaque fois que vous vous balancez une auto-insulte comme ça, vous dites: «Ah, stop, ça c'est terminé, plus jamais de la vie, je me dis ça». Parce que, d'abord, ça fait pas avancer le schmilblick, c'est pas très aidant. Et puis surtout, il y a une partie de votre cerveau qui l'entend. Il dit: «Ah ouais, si mon juge intérieur il me dit ça, c'est peut-être qu'il a raison, c'est vraiment que je suis pas à la hauteur, quoi». Donc ça vient auto-alimenter ce manque de confiance. Donc là, à partir d'aujourd'hui, terminer les mots doux contre soi-même, y compris quand on «Ah, je suis trop bête, j'ai encore oublié ça. Ah, j'ai oublié de le dire, mince». Le «Je suis trop bête», vous l'enlevez. «Ah ouais, ouais, j'ai oublié, il faut que je le note». Ça, je préfère. Mais le «Je suis trop bête», rayé de la liste, terminé, plus jamais. Repérer aussi les croyances limitantes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure de notre histoire qui fait que, on croit qu'on n'est pas capable de, hem sous prétexte qu'on ne sait pas faire du ping-pong, on s'imagine qu'on est nul dans tous les sports de balle. Bah non, peut-être que sur la plage, avec une raquette, on pourrait prendre du plaisir à jouer aux raquettes. Mais si on a la croyance que tous les jeux de balle, on est nul, on va même pas essayer. C'est dommage. On peut toujours tenter. Au pire, on n'y arrive pas. Au pire, on peut apprendre. Est-ce que c'est si grave? Voilà, donc vraiment, là, je prends la métaphore du jeu, mais pour toutes les croyances limitantes, toutes les pensées comme ça négatives qu'on s'inflige à soi-même, d'être là aussi dans l'analyse, est-ce que ce serait pas une croyance limitante ou est-ce que c'est vraiment la réalité? Demandez aux amis, par exemple. Je suis vraiment, qu'est-ce que tu penses de moi? Je suis vraiment si timide que ça? Tu crois que je suis pas capable d'aller passer cet entretien-là? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Voilà. Les autres, des fois, ils ont une vision plus lucide de nous-mêmes. Les gens qu'on aime, hein, encore, hein. Pas les gens qui ne nous aiment pas, évidemment. Et de On leur... va donner un petit truc pour le juge intérieur que je partage. C'est ma voisine qui est une ancienne Ouais. psy, qui donnait ça à ses clientes. Elle me disait que, en fait, on peut appeler le juge intérieur, par exemple, le matin, Oui. rendez-vous à 9 heures. Et là, on laisse toutes les pensées, ces fameuses pensées très Ouais. négatives. On Ouais. l'écoute et à la limite, on lui répond, on lui dit non, c'est pas vrai, c'est vrai, etc. Par contre, s'il se reprend dans la journée, on lui dit hop, 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 on avait rendez-vous à 9 heures ce matin. Parce qu'il a dit quand on va le faire, à 9 heures, il va rien se passer souvent au début. Ouais. Ouais, c'est ça. S'il On se est plus. reprend dans la journée, on lui dit non, 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 on avait rendez-vous à 9 heures ce matin, là il est 11 heures. C'est Bah, pas se écoute, taper sur t'attendras nous. demain matin maintenant pour dire tes remarques négatives de la journée. C'était à 9 heures ce matin, t'arrives trop tard. Ouais. Et elle Ouais, me c'est une disait bonne idée. que c'était un bon fonctionnement. Alors j'ai testé, c'est vrai que Ouais. c'est rigolo. Ouais. Eh ben, Maintenant, écoute, c'est je vais le négatif, faire je répète, moi-même. ça Je peut prends ton idée. fonctionner. Je te remercie, Voilà, Nathalie. un petit truc à tester. Eh ben, super. Bon, je ne vais pas vous garder trop longtemps, je vous promis, j'ai presque fini. Dans aussi les croyances limitantes, de toute façon, moi, j'arrive jamais à rien. J'ai échoué à tel truc, donc forcément, si je recommence, je vais encore me planter. Encore me planter. Non,
Là encore, c'est très français d'ailleurs, cette culture de l'erreur et de l'échec. Vraiment, je ne perds jamais, soit je gagne, soit je prends. Chaque raté, entre guillemets, n'est pas un échec, mais une expérience de vie qui vous a appris des choses. Qu'est-ce que j'en ai appris? Les Américains, ils sont vraiment pas dans cette culture de l'échec. Ils sont au contraire, ah, tu t'es planté, chouette, tu vas pouvoir faire autre chose, faire un nouveau projet. Je cite souvent l'exemple des élèves qui sont en classe de prépa. Les classes de prépa, si vous connaissez, c'est des classes très exigeantes, d'un niveau où vraiment les gamins, ils sont challengés, c'est vraiment des études difficiles. Et du coup, ces gamins-là, ils font des cahiers d'erreurs. Et quand arrivent les concours, au bout des 2 ans de prépa, ils vont pas réviser ce qu'ils savent déjà. Ça, ils savent que c'est acquis, c'est rangé dans leur cerveau. Ils ne bossent que les cahiers d'erreurs. Et ça devient leur levier d'apprentissage, leur levier de croissance, leur levier de progression, le cahier d'erreurs. Magique de transformer l'erreur en outil d'apprentissage. Vraiment. Voilà, rappelez-vous. Oser, ouais, je crois que c'est important dans la vie, puisqu'on risque à essayer. De se tromper, bah, c'est pas grave. C'est pas si grave finalement. Il y a peu de choses qui arrivent à des situations vraiment délicates. On peut toujours oser plein de choses, beaucoup plus que ce qu'on croit. Oser aussi la gratitude vis-à-vis soi-même. Dire, ah ouais, là, heureusement que tu étais là, parce que vu la situation, se remercier soi-même, quoi, d'avoir su traverser toutes ces situations difficiles et de s'en être sorti pas si mal, hein. Le cercle vertueux, comme tu disais, orienter ses pensées, le juge intérieur. Moi, j'aime bien là, ton petit truc là, à 9 h le matin. Sinon, après, quand c'est pas l'heure, c'est plus l'heure. Repérer le hamster dans sa roue, là aussi, quand on part dans des ruminations, tatatam, 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 c'est contre-productif. On n'arrive à rien. C'est pas le moment. Surtout la nuit. Tous les chats sont gris. C'est vraiment pas le moment d'aller tourner sa roue. Faire confiance à son intuition. Là aussi, quand le mental s'emballe, revenir à ce qui se passe là dans le cœur. Souvent, ça sait avant nous ce qu'il faut, ce qui est bon pour nous. Allez, j'accélère. Cultiver l'optimisme, vraiment changer son regard sur la situation. Des fois, ça peut être en thérapie aussi ou en coaching, d'aller, on s'extrait de la situation, on la regarde du dessus, ça ouvre le champ de vision et on se rend compte que, ouais, c'est pas si grave, oui, on est capable, oui, on va y arriver, oui, on a ce qu'il faut pour, on a le bagage nécessaire. Je dis souvent, soyez votre meilleure amie. Qu'est-ce que vous diriez à votre meilleure amie si elle si elle vous exposait à cette situation? On la Exactement. réconforterait, on lui dirait, c'est pas si grave, comme tu dis. Exactement. C'est le petit mot à se dire, allez, je suis ma meilleure amie aujourd'hui, qu'est-ce que je fais derrière? Ouais, tout simplement, ça va bien se passer. Ouais. Qu'est-ce que vous dites à un enfant qui fait son premier jour de rentrée? Ça va bien se passer. Voilà. Bah, c'est une phrase toute simple, hein. Puis c'est une phrase clé. Oh, pardon, je suis allée trop vite. Mais je vous promets, je vous garde allez, 5 minutes encore si vous pouvez, ce serait top. Partager ses émotions agréables, bah, tant qu'à faire, puisque la contagion émotionnelle est un truc qui fonctionne. Quand vous êtes dans un bon mood, bah, offrez-le aux gens qui sont autour de vous. Et vous allez voir, ça, plus vous êtes, vous, droit dans vos bottes émotionnellement, plus vous êtes aligné sur ce qui est juste pour vous, plus vous avez utilisé vos émotions et plus ce que vous offrez aux autres est de qualité. C'est pour ça que finalement être attentif à soi et à ses émotions, c'est tout sauf de l'égoïsme, bien au contraire, puisque plus vous serez dans cette attention à vous-même, plus ce que vous offrez aux autres sera de qualité. Donc allez-y, plein pot. Ralentir le rythme intérieur, ça aussi c'est important. Donc, il y a plein de petits outils là que vous voyez avec vos thérapeutes, différents thérapeutes. Le scan émotionnel, c'est vraiment, je déroule la plotte. La mini pause sensorielle de connexion, je suis sous ma douche. Alors là, je ne fais pas ma liste de courses pour le coup. Je ne fais pas ma liste de courses ni ma liste de tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Juste, je profite. L'eau qui coule, sa température, le parfum du savon, la mousse qui coule. Voilà, j'en profite. Ça peut être méditatif, une mini méditation. Et là, je pars avec plein d'énergie parce que j'ai été vraiment dans l'attention à tout le sensoriel de ce que je vis là au moment présent. Le 5, 4, 3, 2, 1, c'est un petit exercice là aussi je vois 5 choses, j'entends 5 choses, je ressens 5 choses, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. Et ça débranche complètement le mental. La respiration en conscience, là aussi. Je sens l'air là qui est un peu plus frais quand j'inspire, qui est un peu plus chaud quand je souffle. Tout ce qui vaut. Pareil avec le café, comme pour la douche. Je le vois, je le sens, je l'entends, même le café qui coule dans la tasse. Je profite de la chaleur dans les mains. Je suis dans l'attention à ce que je vis pleinement.
les exercices d'ancrage à voir avec vos thérapeutes, la méditation, bien sûr, un outil précieux, la cohérence cardiaque, on en a parlé, la projection dans le futur à faire soit en hypnose, soit vous-même. Comment vous vous voyez dans 5 ou 10 ans? Avec quelle qualité de vie? OK? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comment je peux en mettre déjà des petits morceaux de ça dans ma vie aujourd'hui? Comment je peux déjà aller vers cette projection dans le futur? Les enfants, c'est les champions du monde. Moi, quand je serai grande, je suis astronaute. OK, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être astronaute? Travaille bien à l'école, super, vas-y, continue. Et puis tu continues à rêver, puis à regarder des reportages sur l'astronaute. Alors peut-être qu'il ne sera pas astronaute, mais c'est pas grave. En tous les cas, ce rêve, il l'aura porté. Donc là, voilà, retrouver son âme d'enfant. Le carnet des petits moments agréables. Bah, si on est collectionneur de petites joies, des fois, on passe à côté parce qu'on n'a pas. Ben, si on se dit qu'on va les écrire dans un petit carnet chaque jour, bah, ça permet de se dire, ah ouais, tiens, je serais passée à côté là. Il y a ma voisine qui m'a dit bonjour, elle avait un joli sourire ce matin, c'était vachement agréable de commencer ma journée comme ça. Tiens, je le note. Ou le chauffeur de bus, Magique. je lui Si dis vous le faites bonjour. tous les jours, vous allez cultiver la joie, ça marche Exact. très, très bien. Être cultivatrice et collectionneuse de petites joies. Ouais. Exact. Alors, parfois, le bagage est trop lourd, comme ce monsieur, et là, du coup, bah, faut se faire accompagner pour aller en enlever quelques kilos, quoi. Hein. Ça, c'est pas de la magie, aucune thérapie, quelle qu'elle soit. C'est jamais de la magie, c'est jamais immédiat, mais ça permet souvent d'aller faire un peu de tri, on va dire. EFT, je vous ai raconté, voilà, on tapote en acupuncture, je passe vite. L'hypnose, là aussi, des exemples de ce qu'on peut travailler en hypnose. La sécurité intérieure, parce que bah, c'est la base. Et parfois, dans l'enfance, quand on a une enfance malmenée ou chamboulée ou traumatique, ben, la sécurité intérieure, elle a eu du mal à s'installer dès le départ et on rame un peu à l'âge adulte pour aller l'ancrer à l'intérieur de soi. Donc ça se travaille en thérapie. La rencontre de l'enfant intérieur, on peut aller prendre soin soi-même de son enfant intérieur pour aller réparer, entre guillemets, tout ce qui a pu se passer. En tous les cas, prendre en considération que cet enfant intérieur a quelque chose d'extraordinaire parce que déjà, il est unique. Travailler les traumatismes, les phobies. Et là, vous avez la chance, d'habitude, je mets une petite araignée. Là, je me dis non, je vais mettre un avion, c'est plus soft. Mais toutes les phobies qui nous encombrent, tous les trucs qui servent à rien, les peurs qui sont pas salutaires, il faut garder juste les peurs salutaires, celles qui nous protègent, celles qui fait que on garde en traversant et on met sa ceinture dans sa voiture. Mais tout le reste, ça encombre et c'est dommage. Ça nous emprisonne. Donc, ça peut se travailler. L'IMO, c'est comme le MDR, c'est pour intégrer vraiment les traumatismes. Là aussi, c'est pas une ardoise magique. Ça n'efface pas les traumatismes, ça désamorce l'effet court-circuit, qui fait que bram, on revient dans des situations qui ressemblent un tout petit peu, on revit, on replonge dans dans ces sensations du traumatisme. Et voilà, je termine avec. Moi, j'aime bien Alexandre Jolien, même s'il a été un peu défrayé par la chronique avec quelques petits problèmes qui lui appartiennent finalement. Ce qu'il écrit est très chouette. Et puis aussi Fabrice Midal. Voilà, deux philosophes qui ont une vision, je trouve, assez chouette, qui peuvent être porteurs, porteuses. Voilà. De... Et puis, bien sûr, je termine avec Edgar Morin. Vivre, c'est naviguer au milieu d'une mer d'incertitudes à travers des îlots de certitude sur lesquels on se ravitaille. Typiquement, c'est, voilà, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce que la vie nous réserve ou va nous réserver, mais on sait qu'on peut compter sur qui on est, tout ce qu'on a appris et aussi tout ce qui nous sécurise. Voilà, notre entourage, les gens, tout ce qu'on a intégré dans nos vies et qui fait qu'on sait quoi qu'il se passe, on saura s'adapter, on saura aller vers l'adaptation petit à petit et que ça va aller. Merci à tous. J'ai été très bavarde, je suis désolée. Si malgré tout vous avez encore des questions, moi je suis disponible. Très, très intéressant. Est-ce que vous avez des questions pour les filles qui restent? Il y en a qui ont dû nous abandonner en cours de route, mais est-ce que vous avez des questions, les filles? Profitez, vous pouvez mettre votre micro hein, si vous le Oui, oui, bien sûr. non, ça n'a pas l'air. Mhm. Je vous ai assommé de paroles. Euh, Maîtrise dit merci beaucoup, pile ce qu'il me fallait pour ne pas plus sombrer. Donc, dit-il.
Ouais. Si... Quand on se sent vraiment au bord du gouffre, il faut une aide thérapeutique, Ouais, une aide voir thérapeutique. son médecin ou un thérapeute, quelqu'un en qui on a confiance, ça c'est la base. Quel que soit l'outil, choisissez ce qui vous convient le mieux, mais être accompagné, bien sûr, c'est permis. De toute façon, dans le mail où j'enverrai le replay, je mettrai tes coordonnées si jamais Oui, mais pour aller un petit peu plus loin sur leur cas personnel, je dirais. moi ou un autre, peu importe. Ce qui est important, c'est de sentir qu'on n'est pas seul. Soit l'entourage est en capacité d'être cette personne qui vous aide à ne pas être seul, soit la thérapie permet d'aller avancer sur les difficultés. Mais il ne faut pas rester seul, hein, en tous les cas, quand on sent qu'on est au bord du gouffre. Il y a toujours... rien n'est C'est pas toujours immuable. facile d'accepter de l'aide, mais il le faut. Oui, alors, mettez un autre mot sur l'aide, un échange de points de vue, un regard différent. Des fois, ça suffit pour être éclairant. Vous voyez, quelqu'un qui vient mettre la lumière sur... Parce que quand on est dans une difficulté, que ce soit la douleur chronique en particulier, ça focalise complètement. Enfin, ça vient faire comme un tunnel dans lequel on rentre, on n'arrive plus à voir à l'extérieur. Et des fois, si c'est quelqu'un qui juste met, hop, le flash là, la lumière, la lampe torche, toc, sur à côté là, regarde, t'as vu ça, ce qui se passe à côté dans ta vie? T'as vu ça à l'autre côté là? Rien que ça, des fois, on se dit, ah ouais, finalement, je peux sortir un peu du mon tunnel là, et je peux me rendre compte que là, je peux aller chercher un peu de ressources, un peu de force, un peu de quelque chose d'un peu plus léger, mais à l'intérieur de soi, hein, sinon pas que à l'extérieur. Mais, eh ben, des fois, le thérapeute, il est là juste pour aller mettre la lumière sur ces choses-là. Les filles, si vous avez plus de questions, je vais arrêter l'enregistrement, mais je voulais remercier Isabelle. Alors, tu as beaucoup de merci, hein, Isabelle, dans le chat. Ah, merci à toutes de votre attention. Ouais, ouais, ouais. Merci sur donc c'était intéressant et que pour certaines c'était des rappels, mais ça fait du bien de les avoir, Oui, ces c'est rappels. ça. Ouais. Et puis d'apprentissage. Donc voilà, il y a beaucoup de merci en tout cas. Je vais arrêter l'enregistrement, comme ça s'il y a des questions en enregistrement. Oui, ça fait du bien, Delphine nous dit, merci beaucoup. Enfin voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de merci. Eh ben, c'est sympa. Merci à vous aussi de votre attention, de vos questions. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite à toutes plein de bonnes